À la sortie du restaurant, un millionnaire a vu deux fillettes jumelles affamées fouiller dans les poubelles. Lorsqu'il leur a demandé ce qu'elles faisaient là, elles ont révélé qu'elles avaient faim et qu'elles étaient seules au monde. Le cœur serré, il a décidé de les aider sans imaginer l'impact que cela aurait sur sa propre vie. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Le soleil se couchait sur Paris, baignant les toits d'ardoise de teinte dorée. Dans le 8e arrondissement, Sébastien Dumont, propriétaire du restaurant étoilé L'Étoile de Paris, s'apprêtait à quitter son établissement après une longue journée de travail. À 45 ans, Sébastien avait tout ce dont un homme pouvait rêver. Fortune, succès, reconnaissance. Son restaurant figurait parmi les plus prisés de la capitale française, attirant une clientèle d'élite venue des quatre coins du monde pour goûter à sa cuisine raffinée. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa Bentley Continental, un mouvement furtif près des poubelles situées dans la ruelle derrière son restaurant attira son attention. Il plissa les yeux et distingua deux silhouettes frêles qui fouillaient dans les déchets. Intrigué et légèrement agacé, car il tenait à la propreté impeccable des environs de son établissement, il s'approcha d'un pas décidé. « Que faites-vous là » demanda-t-il d'une voix qui se voulait ferme, mais qui s'adoucit instantanément lorsqu'il découvrit deux petites filles identiques, au visage maculé de saleté et aux vêtements élimés. Les fillettes sursautèrent, visiblement terrifiées. Elles ne devaient pas avoir plus de 10 ans. Leurs grands yeux noisettes, écarquillés par la peur, le fixaient avec appréhension. Leurs cheveux châtains emmêlés encadraient des visages émaciés où la faim avait creusé des sillons précoces. « On cherche à manger, monsieur », répondit l'une d'elles d'une voix à peine audible, serrant contre elle un sac en plastique contenant quelques restes. Ces mots frappèrent Sébastien comme un coup de poing. Dans cette ville de lumière, à Prony-Saint-Axe, 2 pas de son restaurant où l'on servait des plats à plus de 100 €, ses enfants fouillaient les ordures pour se nourrir. Une sensation désagréable lui noua l'estomac. Était-ce de la culpabilité, de la compassion? « Vous n'avez pas mangé aujourd'hui » demanda-t-il, radoucissant encore sa voix. Les petites secouèrent la tête en silence. L'une d'elles, celle qui n'avait pas encore parlé, serra davantage la main de sa sœur. « Nous n'avons plus rien à la maison », ajouta-t-elle dans un murmure. « Maman n'est pas là. » Sébastien s'accroupit pour se mettre à leur hauteur, notant les cernes sous leurs yeux et leurs joues creusées. « Où est votre mère ?»« Elle travaille à Lyon. Elle revient seulement le week-end », expliqua la première. « Fillette, notre nounou est partie parce que maman n'a pas pu la payer. »« Et votre père ?» s'enquit Sébastien, de plus en plus troublé. Les petites échangèrent un regard triste. « Il est parti il y a longtemps. On ne le voit presque jamais. » Un sentiment étrange envahit Sébastien. Ses enfants lui rappelaient quelque chose, quelqu'un. Mais il chassa cette pensée et se concentra sur leur situation immédiate. « Venez, avec moi », proposa-t-il en se relevant et en leur tendant les mains. « Je vais vous préparer un vrai repas. » Les jumelles hésitèrent, méfiantes. La société leur avait déjà appris, malgré leur jeune âge, que rien n'était gratuit dans ce monde. « On ne peut pas vous payer, monsieur », dit l'une d'elles avec une dignité qui serra le cœur de Sébastien. « Je ne vous demande rien en échange », assura-t-il avec un sourire qu'il espérait rassurant. « Je m'appelle Sébastien Dumont. Je suis le propriétaire de ce restaurant. Et vous, comment vous appelez-vous »« Je suis Camille », répondit celle qui semblait la plus confiante, « et ma sœur, c'est Chloé. » Sébastien les guida vers l'entrée de service de son restaurant. Les employés étaient presque tous partis, à l'exception de son chef exécutif, Antoine, qui préparait les bases pour le lendemain, et de Martine, la responsable du nettoyage. « Antoine » appela Sébastien, en entrant dans la cuisine étincelante, « pourrais-tu préparer un repas complet pour ces demoiselles? Quelque chose de nourrissant, mais facile à digérer. » Le chef leva un sourcil interrogateur face à ses invités inhabituels, mais se mit immédiatement au travail sans poser de questions. C'était l'une des qualités que Sébastien appréciait chez lui. Il installa les fillettes à une table, dans un coin tranquille de la cuisine, loin des regards indiscrets. Elles s'assirent raides et silencieuses, comme si elles craignaient de toucher quoi que ce soit. « Vous allez à l'école » demanda Sébastien, pour briser la glace pendant qu'Antoine s'activait au fourneau. Camille hocha la tête. « Oui, à l'école Jules Ferry.
On est en CM2. Et vous vous débrouillez toute seule quand votre mère n'est pas là. On essaie, répondit Chloé, parlant enfin. On fait le ménage et les devoirs, mais l'argent que maman a laissé est fini depuis 3 jours. Antoine déposa devant elle 2 assiettes fumantes contenant un velouté de légumes, du poulet rôti tendre accompagné de purée de pommes de terre et quelques légumes verts. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent devant ce festin, mais elles n'osèrent pas y toucher. « Allez-y !» les encouragea doucement Sébastien. « C'est pour vous. » Elles se jetèrent sur la nourriture avec une avidité qui confirma leur dire. Elles n'avaient probablement pas eu de repas convenable depuis plusieurs jours. Sébastien les observait, le cœur serré. Il y avait quelque chose de familier dans leurs traits, dans la forme de leurs yeux, dans cette fossette qui se creusait sur leur joue gauche quand elles souriaient timidement. « Où habitez-vous » demanda-t-il lorsqu'elles eurent fini leur plat principal. « À Belleville » répondit Camille, « rue des Envierges, dans un petit immeuble près du parc. » Sébastien connaissait ce quartier populaire de l'Est parisien, bien différent du 8e arrondissement où se trouvait son restaurant. Pendant qu'Antoine leur servait un dessert, une crème caramel qui fit briller leurs yeux de plaisir, il prit une décision. « Écoutez-moi, » dit-il aux fillettes qui léchèrent leurs cuillères avec délice. « Je veux que vous reveniez ici tous les jours après l'école. Je vous ferai préparer un repas et vous pourrez faire vos devoirs ici au show, d'accord ?» Les jumelles échangèrent un regard méfiant. « Pourquoi vous feriez ça » demanda Chloé, soudain suspicieuse. La question désarçonna Sébastien. Parce que personne ne devrait avoir faim dans cette ville. Surtout pas des enfants. Les gens ne font jamais rien gratuitement, insista Camille, avec une sagesse amère qui n'aurait pas dû être celle d'une enfant de cet âge. Sébastien soupira. Quand j'étais petit, j'ai aussi connu la faim, confessa-t-il, surpris par sa propre sincérité. Je sais ce que c'est. Je veux simplement vous aider. Les jumelles semblèrent peser ces paroles, puis Camille hocha lentement la tête. « D'accord, monsieur, on viendra. » Mais le lendemain, elles ne vinrent pas, ni le surlendemain. Le 3e jour, inquiet et intrigué, Sébastien décida de se rendre à l'adresse qu'elles avaient mentionnée. Il laissa la gestion du service, du midi à son maître d'hôtel, et se dirigea vers Belleville. L'immeuble de la rue des Envierges était un vieil édifice défraîchi qui avait connu des jours meilleurs. Il monta jusqu'au 5e étage, suivant les indications d'une voisine méfiante, et frappa à la porte que celle-ci lui avait désignée. Ce fut Chloé qui ouvrit, ses yeux s'écarquillant de surprise en le reconnaissant. L'appartement derrière elle était petit, sombre et pratiquement vide. Une table bancale, 2 chaises dépareillées, un vieux canapé élimé et des matelas posés à même le sol constituaient l'essentiel du mobilier. « Bonjour Chloé » dit-il doucement. « Je m'inquiétais de ne pas vous voir venir au restaurant. » Là, Fillette baissa les yeux. « On ne pouvait pas venir, c'est trop loin à pied et on n'a pas d'argent pour le métro. » Sébastien se sentit stupide. Bien sûr, comment avait-il pu penser que 2 enfants de 10 ans pourraient traverser Paris seuls, sans ressources? « Je peux entrer » demanda-t-il. Chloé hésita, puis s'écarta pour le laisser passer. Camille était assise à la table, essayant, visiblement, de faire ses devoirs à la lueur chiche d'une ampoule nue. Sur la table, il n'y avait qu'un paquet de biscuits bon marché à moitié entamés et une bouteille d'eau. « Qu'avez-vous mangé aujourd'hui » demanda Sébastien, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Des biscuits » répondit Camille, sans lever les yeux de son cahier. « Et on a partagé une pomme ce matin. » Sébastien sortit son portefeuille et en tira plusieurs billets. « Tenez, pour acheter de la nourriture et des tickets de métro. » Mais à sa grande surprise, Camille secoua fermement la tête. « Non, merci, on ne peut pas accepter. »« Pourquoi » s'étonna-t-il. « Parce qu'après vous allez demander quelque chose en échange, » répondit-elle avec une méfiance qui le blessa profondément. C'est toujours comme ça avec les adultes. Ces paroles le glacèrent. Qu'avaient donc vécu ses enfants pour développer une telle méfiance? Il rangea lentement l'argent et s'assit sur la chaise libre, cherchant les mots justes. « Camille... »« Chloé, » commença-t-il, « je vous promets que je ne veux rien en échange. Quand j'avais votre âge, ma famille elle était très pauvre. Parfois, nous n'avions rien à manger pendant des jours. Un restaurateur de notre quartier me donnait souvent les invendus de la journée. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je veux simplement faire pour vous ce qu'il a fait pour moi. »
Les fillettes le regardèrent longuement, jaugeant sa sincérité. Finalement, Chloé murmura « Notre mère revient. »« C'est demain soir. »« Bien, » dit Sébastien. « Je reviendrai alors pour la rencontrer. En attendant, acceptez au moins que je vous fasse livrer à dîner ce soir. » Cette fois, elles ne refusèrent pas. Avant de partir, il prit discrètement en photo un cahier où le nom de leur mère était inscrit « Élodie Vernet ». Ce nom fit remonter en lui des souvenirs lointains, une silhouette élancée aux longs cheveux bruns, un rire cristallin. Mais c'était impossible. Paris était une grande ville, la coïncidence serait trop grande. Pourtant, le lendemain soir, alors qu'il attendait près de l'immeuble de la rue des Envierges, son cœur manqua un battement quand il aperçut une femme élégante, malgré sa fatigue évidente, aux longs cheveux bruns et aux grands yeux noisettes, les mêmes que ceux des jumelles. C'était bien elle, Élodie, son premier amour, perdu de vue depuis plus de 11 ans. Élodie gravissait les marches usées de l'immeuble, les épaules lourdes après une semaine éreintante à Lyon, où elle travaillait comme assistante commerciale dans une entreprise textile. Chaque semaine, c'était le même rituel. Partir le lundi à l'aube, revenir le vendredi soir, épuisée mais impatiente de retrouver ses filles. Ce travail, loin d'être idéal, était le seul qu'elle avait trouvé qui payait suffisamment pour subvenir aux besoins de sa petite famille, du moins en théorie. En réalité, depuis que Maurice, le père des jumelles, avait cessé d'envoyer la pension alimentaire il y a 3 mois, Élodie peinait à joindre les deux bouts. Elle avait dû se séparer de Madame Rousseau, la voisine qui gardait les filles en son absence, faute de pouvoir la payer. Les jumelles, matures pour leur âge, lui avaient assuré qu'elle pouvait se débrouiller seule. Élodie n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter, rongée par la culpabilité mais sans alternative viable. Lorsqu'elle aperçut la silhouette masculine adossée contre le mur près de son appartement, son corps se tendit instinctivement. Les mauvaises rencontres n'étaient pas rares dans ce quartier. Mais en s'approchant, quelque chose dans le profil de l'homme lui parut étrangement familier. « Élodie » appela-t-il, et sa voix fit remonter en elle une vague de souvenirs enfouis. Elle s'immobilisa incrédule. « Sébastien ? Sébastien Dumont ?» L'homme s'avança dans la lumière blafarde du palier, révélant un visage que le temps avait à peine altéré, si ce n'était quelques rides au coin des yeux et des tempes légèrement grisonnantes qui lui conféraient une allure distinguée. « C'est bien moi », confirma-t-il avec un sourire hésitant. « Ça fait longtemps. 11 ans, pour être précis. 11 ans depuis leur brève mais intense histoire d'amour, alors qu'ils étaient tous deux étudiants, lui en école hôtelière, elle en langues étrangères appliquées. 11 ans depuis qu'il était parti pour un stage prestigieux à New York, promettant d'entretenir leur relation à distance. Promesse qui s'était diluée dans le temps et l'espace jusqu'à ce que leurs appels s'espacent, que leurs messages deviennent de simples formalités, puis cessent complètement. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, soudain consciente de son apparence fatiguée, de ses vêtements froissés après le long trajet en train. « J'ai rencontré tes filles » répondit-il simplement. Elles cherchèrent de la nourriture dans les poubelles derrière. « Mon restaurant. » Les mots la frappèrent comme une gifle. La honte et l'horreur l'envahirent simultanément. « Quoi » Camille et Chloé. « C'est impossible. Elles avaient de l'argent pour la semaine, de la nourriture dans le réfrigérateur. L'argent s'est épuisé, expliqua doucement Sébastien. Elles ont eu peur de te le dire. » Élodie porta une main tremblante à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. « Oh, mon Dieu, mes bébés !» Au même moment, la porte de l'appartement s'ouvrit, révélant les jumelles qui se précipitèrent vers leur mère. « Maman, tu es rentrée !» Élodie les serra contre elle avec force, scrutant leur visage avec inquiétude. Comment avait-elle pu ne pas remarquer leur amaigrissement, les cernes sous leurs yeux? L'amour avait-il à ce point aveuglé son jugement maternel? « Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « J'aurais trouvé une solution. » Les fillettes baissèrent les yeux, embarrassées. « On ne voulait pas t'inquiéter, » murmura Camille. « Tu travailles si dur déjà. » « Et puis Monsieur Sébastien nous a aidés, » ajouta Chloé en jetant un regard reconnaissant vers l'homme. Élodie se redressa, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Entrons, » dit-elle en déverrouillant la porte. « Nous serons mieux à l'intérieur pour parler. » L'appartement, malgré sa petitesse et son délabrement, était impeccablement rangé. Les jumelles avaient visiblement fait des efforts pour accueillir leur mère.
Sur la table branlante, un bouquet de fleurs des champs, probablement cueillies au parc de Belleville, trônait dans un verre. « Asseyez-vous » invita Élodie, gênée de recevoir son ancien amour dans des conditions si modestes. « Je vais faire du café, ou du thé si tu préfères ?»« Du café, merci » répondit Sébastien, s'asseyant sur l'une des chaises dépareillées tandis que les jumelles s'installaient sur le canapé élimé, observant les adultes avec curiosité. Pendant qu'Élodie s'affairait dans la minuscule kitchenette, Sébastien examina l'appartement. Malgré la pauvreté évidente, on sentait qu'une main aimante avait tenté de créer un foyer. Quelques dessins d'enfants punaisés au mur, des coussins colorés sur le canapé râpé, des livres soigneusement rangés sur une étagère branlante. « Ton restaurant marche bien ?» demanda Élodie en posant 2 tasses ébréchées sur la table. « Oui » répondit-il simplement, ne voulant pas étaler sa réussite face à ces difficultés évidentes. « J'ai ouvert l'Étoile de Paris il y a 5 ans. Nous avons reçu notre 2e étoile au Michelin l'année dernière. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. « Tu as réalisé ton rêve alors. Et toi, tu travailles dans les langues comme tu le souhaitais ?» Elle eut un rire sans joie. « Non, pas vraiment. Je suis assistante commerciale pour une entreprise textile. »« À Lyon. Je pars le lundi, je reviens le vendredi. Ce n'est pas idéal avec les filles, mais c'est le seul emploi que j'ai trouvé qui paie assez pour... » Sa voix se brisa. Sébastien posa doucement sa main sur la sienne, un geste spontané qui les surprit tous les deux. « Tu aurais dû m'appeler, » dit-il à voix basse. « Si j'avais su... »« Si tu avais su quoi ?» coupa-t-elle, retirant sa main. « Nous avons perdu contact, Sébastien. La vie a continué. J'ai rencontré Maurice, je suis tombée enceinte, nous nous sommes mariés, puis séparés quand les filles avaient 5 ans. C'est la vie. » Les jumelles suivaient l'échange avec une attention soutenue, leur regard passant de leur mère à cet homme étrange qui semblait avoir surgi du passé. « Comment vous êtes-vous connus, maman ?» demanda soudain Camille. Élodie et Sébastien échangèrent un regard, surpris par cette question directe. Ce fut Sébastien qui répondit. « Ta mère et moi étions étudiants. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque universitaire. Elle cherchait un livre sur la cuisine italienne pour un exposé et j'étais justement en train de le consulter. C'était pour un cours de civilisation, précisa Élodie, un sourire nostalgique aux lèvres. Ton père m'a invité à dîner, dans le petit restaurant où il travaillait comme commis. Il a préparé lui-même le repas après son service. Des tagliatelles aux truffes, se rappela Sébastien. Tu étais impressionné. J'étais surtout impressionné par ta passion, corrigea Élodie. Tu parlais de cuisine comme d'autres parlent de poésie ou de musique. Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux, brisé par Chloé, qui demanda innocemment « Et pourquoi vous n'êtes plus ensemble ?» Élodie rougit légèrement. « La vie nous a séparés, ma chérie. Sébastien est parti aux États-Unis pour apprendre avec les meilleurs chefs, et moi, j'ai continué mes études ici. »« Mais maintenant, vous êtes retrouvés !» s'exclama Camille avec l'optimisme de l'enfance. Les adultes échangèrent un regard embarrassé. Sébastien se racla la gorge et aborda le sujet qui l'avait amené ici. « Élodie, je suis venu pour vous proposer mon aide. Toi et les filles traversez une période difficile. J'ai une grande maison à Neuilly, avec plusieurs chambres inoccupées. Vous pourriez venir y habiter le temps que tu retrouves un emploi à Paris. » Élodie se raidit. « Je ne peux pas accepter ça, Sébastien. »« Pourquoi pas ?» insista-t-il. « Ce n'est pas de la charité, c'est une main tendue à une vieille amie. »« Une vieille amie ?» répéta-t-elle avec une pointe d'amertume. « Nous avons été bien plus que ça, Sébastien. » Il soutint son regard. « Justement, raison de plus pour ne pas laisser tes filles dans cette situation. » Les jumelles, sentant la tension, intervinrent. « S'il te plaît, maman, » plaida Chloé. « On pourrait essayer, juste pour voir. »« Monsieur Sébastien cuisine super bien, » ajouta Camille, pratique. « Et il a promis de nous aider pour les maths. » Élodie observa ses filles, leurs yeux pleins d'espoir, puis Sébastien, dont le regard reflétait une sincère préoccupation. Que risquait-elle au fond? Son orgueil? Sa dignité? N'avait-elle pas déjà sacrifié cela quand elle avait laissé ses enfants seuls par nécessité économique? « Je ne veux pas devenir dépendante de toi, » dit-elle finalement. « Si j'accepte, ce sera temporaire. Le temps de trouver un emploi à Paris et un logement décent. »« Bien sûr, » acquiesça-t-il rapidement, « c'est juste pour vous aider à vous remettre sur pied.
Et si ça ne fonctionne pas, nous pourrons partir, sans conflit? Je te le promets. Élodie prit une profonde inspiration. D'accord, nous acceptons, mais je paierai un loyer dès que j'aurai un emploi. Sébastien savait qu'il était inutile de discuter ce point pour l'instant. Comme tu voudras, concéda-t-il. Quand voulez-vous emménager? Demain, proposa timidement Chloé, ce qui fit sourire les adultes. Dimanche serait plus raisonnable, répondit Élodie. Cela nous donnera le temps de préparer nos affaires. Je viendrai vous chercher, proposa Sébastien, avec une camionnette pour vos meubles. Nous n'avons presque rien, avoua Élodie embarrassée. Quelques vêtements, des livres, les jouets des filles. Alors je viendrai avec ma voiture, dit-il simplement, sans jugement. Vers midi, ils convinrent de l'heure, puis Sébastien prit congé, promettant aux jumelles de leur préparer un festin pour leur arrivée. Dès qu'il fut parti, les filles bombardèrent leur mère de questions. « C'était ton amoureux avant papa ?» demanda Camille. « Il est super riche ?» s'enquit Chloé. « Sa maison est grande, comment ?» « Du calme », tempéra Élodie, dépassée par les événements. « Oui, Sébastien et moi avons été ensemble avant que je rencontre votre père. Et oui, apparemment, il a bien réussi. Mais cela ne change rien au fait que nous devons rester dignes et indépendantes. C'est clair, mesdemoiselles ?»« Oui, maman », répondirent-elles en chœur, mais l'excitation dans leurs yeux était évidente. Cette nuit-là, allongée sur son matelas inconfortable, Élodie ne put trouver le sommeil. Les événements de la journée tournaient dans sa tête. Revoir Sébastien, après toutes ces années, avait fait remonter des sentiments qu'elle croyait éteints depuis longtemps. Sa gentillesse envers ses filles, son offre généreuse, sans jugement sur sa situation. Il semblait être devenu l'homme qu'il promettait d'être lorsqu'ils étaient jeunes. Mais pouvait-elle lui faire confiance? N'y avait-il pas un prix caché à cette générosité? Son ex-mari, Maurice, l'avait rendue méfiante envers les hommes. Leurs premières années ensemble avaient été heureuses, jusqu'à ce que l'alcool et les dettes de jeu ne prennent le dessus. Les disputes étaient devenues quotidiennes, parfois violentes. Elle avait enduré pour les jumelles, jusqu'à ce qu'elles comprennent que rester faisait plus de mal que de bien. Le divorce avait été difficile. Maurice avait promis de contribuer, d'être présent pour ses filles. Promesse rapidement oubliée. Ses visites s'étaient espacées. Les pensions étaient devenues irrégulières, puis avaient cessé complètement. Les dernières nouvelles qu'elle avait eues de lui remontaient à 3 mois. Un message laconique expliquant qu'il était dans une mauvaise passe et ne pourrait pas envoyer d'argent pour un moment. Et maintenant, voilà que surgissait Sébastien comme un sauveur inattendu. La coïncidence semblait presque trop parfaite. Était-ce le destin, ou simplement le hasard cruel qui se jouait d'elle, lui offrant une bouée de sauvetage tout en ravivant de vieilles blessures? De l'autre côté de la pièce, les jumelles dormaient paisiblement, serrées l'une contre l'autre sur leur matelas partagé. Élodie les observa, le cœur serré. Ces petites créatures innocentes méritaient tellement mieux que ce qu'elle avait pu leur offrir jusqu'à présent. Pour elle, elle était prête à ravaler sa fierté et à accepter l'aide de Sébastien. Pour elle, elle surmonterait sa méfiance et ses craintes. Le dimanche arriva rapidement. Élodie et les jumelles avaient à passer la journée du samedi à trier leurs maigres possessions, remplissant quelques valises et cartons. L'appartement, une fois vidé, paraissait encore plus triste et délabré. À midi précis, la sonnette retentit. Sébastien se tenait sur le palier, vêtu simplement d'un jean et d'un pull en cachemire, bien loin de l'image du chef étoilé qu'Élodie s'était faite. « Prête pour le grand départ ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. Les jumelles acquiescèrent avec enthousiasme, tandis qu'Élodie hocha la tête nerveuse mais déterminée. Sébastien chargea leurs affaires dans sa Bentley, un contraste saisissant avec leurs valises élimées, puis les conduisit vers leur nouvelle. Vite traversant Paris, de l'Est populaire vers l'Ouest privilégié, Élodie observait le paysage urbain se transformer. Les immeubles décrépits cédant la place à des façades haussmanniennes impeccables, les commerces discount remplacés par des boutiques de luxe. Ce voyage en voiture symbolisait parfaitement le changement radical qu'elle et ses filles s'apprêtaient à vivre. « Nous y sommes », annonça finalement Sébastien, en s'engageant dans une allée privée bordée d'arbres, au bout de laquelle se dressait une élégante maison de pierre blonde. Les jumelles poussèrent des exclamations admiratives.
Même Élodie ne put retenir un oh de surprise. La demeure était plus imposante qu'elle ne l'avait imaginé. 3 étages, un jardin soigneusement entretenu, une terrasse ensoleillée. « Bienvenue chez vous », dit simplement Sébastien en coupant le moteur. Ce chez vous résonna étrangement aux oreilles d'Élodie. Pouvait-on réellement considérer comme son foyer un lieu où l'on était invité par charité? Mais en pensa. Voyant l'excitation sur les visages de Camille et Chloé, elle décida de mettre ses réserves de côté. Pour l'instant, du moins. La maison était encore plus impressionnante à l'intérieur. Au plafond, moulures anciennes restaurées avec goût, mobilier élégant mais confortable. Rien d'ostentatoire, mais chaque détail respirait la qualité et le raffinement. « Je vous ai préparé l'étage entier », expliqua Sébastien en les guidant dans un escalier en bois ciré. « Il y a 3 chambres, une salle de bain et un petit salon. Vous pouvez aménager l'espace comme vous le souhaitez. »« 3 chambres », s'étonna Élodie. « Mais nous n'avons besoin que de 2. Et les jumelles m'ont dit qu'elles avaient toujours rêvé d'avoir chacune leur chambre, » expliqua Sébastien avec un clin d'œil complice aux fillettes qui rougirent de plaisir. Élodie se tourna vers ses filles, surprise. « Vous lui avez dit ça? On en a parlé pendant que tu préparais le dîner vendredi soir, » admit Camille. « Mais on ne pensait pas que... » « Évidemment, si vous préférez partager une chambre, c'est possible aussi, » intervint Sébastien. « La 3e pièce peut servir de salle de jeu ou de bureau. »« Non, c'est parfait, » concéda Élodie, touchée par cette attention. « Les filles grandissent, elles ont besoin de leur espace. » Les chambres étaient spacieuses et lumineuses, chacune avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Des lits neufs avaient été installés, ainsi que des bureaux pour les devoirs et des armoires vides attendant d'être remplis. « J'ai pris la liberté d'acheter quelques meubles, » expliqua Sébastien devant l'air ahuri d'Élodie. « J'espère que ça vous convient. »« C'est trop, » murmura-t-elle dépassée. « Nous ne pourrons jamais te rembourser tout ça. »« Ce n'est pas un prêt, Élodie, » dit-il doucement. « C'est un cadeau, pour vous 3. » Les jumelles avaient déjà choisi leur chambre et déballaient leurs maigres possessions avec une excitation palpable. Élodie, quant à elle, restait immobile au milieu du couloir, submergée par les émotions. Les premiers jours dans la maison de Neuilly furent marqués par un mélange d'émerveillement et de malaise. Les jumelles s'adaptèrent rapidement à ce nouvel environnement luxueux, tandis qu'Élodie luttait contre un sentiment persistant d'imposture. Chaque matin, elle se réveillait dans cette chambre élégante, sur ce lit confortable, et se demandait combien de temps durerait ce rêve avant que la réalité ne la rattrape. Sébastien, quant à lui, se montrait d'une discrétion exemplaire. Il partait tôt pour son restaurant et rentrait souvent tard, laissant à la petite famille l'espace nécessaire pour s'installer sans se sentir observé. Il avait embauché une femme de ménage, Madame Legrand, qui venait 3 fois par semaine et avait insisté pour qu'Élodie utilise sa carte de crédit pour les courses et les dépenses quotidiennes, une proposition qu'elle avait initialement refusée avec véhémence, avant d'accepter à contre-cœur uniquement pour les besoins des filles. Une routine s'installa progressivement. Les jumelles prenaient le bus scolaire pour leur nouvelle école à Neuilly. Sébastien avait arrangé leur transfert, arguant que le trajet jusqu'à Belleville serait trop compliqué. Élodie, déterminée à ne pas rester oisive, consacrait ses journées à chercher un emploi, envoyant des dizaines de candidatures et se rendant à quelques entretiens qui, jusqu'à présent, n'avaient rien donné. Le soir, ils dînaient souvent, ensemble lorsque Sébastien n'était pas retenu au restaurant. Ces repas étaient devenus des moments privilégiés où les jumelles racontaient leur journée d'école, leurs nouveaux amis, leurs petites victoires et défaites quotidiennes. Sébastien les écoutait avec une attention sincère, posant des questions, prodiguant des conseils, les faisant rire avec des anecdotes de son restaurant. Un soir, alors que les filles étaient remontées se coucher, Élodie rejoignit Sébastien sur la terrasse où il savourait un verre de vin en contemplant le jardin, baigné par la lumière douce des lanternes. « Je peux » demanda-t-elle en désignant la chaise à côté de lui. « Bien sûr » répondit-il en lui tendant un verre qu'il venait de remplir, comme s'il avait anticipé sa venue. Ils restèrent silencieux un moment, appréciant la fraîcheur de la soirée et le parfum des roses qui grimpèrent sur la pergola. « Camille m'a montré son bulletin aujourd'hui, » dit finalement Élodie. « Elle a eu une excellente note en mathématiques. Apparemment, tu l'as beaucoup aidée. » Sébastien sourit. « Elle est brillante.
Elle avait juste besoin d'un peu de confiance en elle. Chloé aussi s'épanouit, poursuivit Élodie. Sa maîtresse m'a dit qu'elle participait davantage en classe, qu'elle souriait plus. Elles sont remarquables, tes filles, dit Sébastien avec une sincérité qui la toucha. Elles ont traversé des moments difficiles, mais elles ont gardé cette lumière intérieure. C'est rare. Elles tiennent ça de leur grand-mère, murmura Élodie, nostalgique. Ma mère était comme ça, indestructible, optimiste jusqu'au bout. Comment va-t-elle? Elle nous a quittés il y a 4 ans. Un cancer. C'est après son départ que tout s'est compliqué avec Maurice. Elle était notre pilier. Sébastien posa doucement sa main sur celle d'Élodie. Je suis désolé, je ne savais pas. Elle accepta ce contact, trouvant un réconfort inattendu dans sa chaleur. Et toi, ta famille? Mon père vit toujours dans notre petite maison à Clermont-Ferrand. Retraité, il jardine, pêche, lit beaucoup. Ma mère est partie quand j'avais 12 ans. Un autre homme, une autre vie, je la vois rarement. Je me souviens, dit doucement Élodie. Tu m'avais parlé d'elle à l'époque, de la façon dont son départ t'avait affecté. Sébastien acquiesça, surpris qu'elle s'en souvienne après. Tant d'années. Ça m'a rendu méfiant en amour pendant longtemps. Et maintenant, osa-t-elle demander. Il la regarda intensément. Maintenant, je me dis que certaines personnes valent peut-être le risque. Le cœur d'Élodie s'accéléra sous ce regard. Elle détourna les yeux, soudain consciente de la direction dangereuse que prenait cette conversation. « J'ai eu une réponse positive aujourd'hui, dit-elle pour changer de sujet. Une maison d'édition qui cherche une assistante de rédaction. L'entretien est lundi prochain. C'est formidable, s'enthousiasma Sébastien. Tu serais parfaite pour ce poste, avec ton amour des livres et des langues. Le salaire n'est pas mirobolant, mais ça nous permettrait de trouver un petit appartement d'ici quelques mois. » Sébastien fronça légèrement les sourcils. « Vous n'êtes pas obligé de partir si vite. La maison est grande et votre présence, elle lui donne vie. » « Je ne veux pas abuser de ta générosité, Sébastien, ni créer une situation compliquée. » « Compliquée ?» Elle soupira. « Les filles s'attachent à toi. Je m'inquiète de ce qui se passera quand nous partirons. Et si je ne voulais pas que vous partiez ?» La question flotta dans l'air nocturne, chargée de non-dits. Élodie sentit son cœur se serrer. « Ne dis pas ça, s'il te plaît. »« Pourquoi pas? Est-ce si difficile d'imaginer que je puisse apprécier votre présence? Que cette maison, qui était si vide avant, soit devenue un foyer grâce à vous? Et après, insista-t-elle, dans 6 mois, 1 an, quand la nouveauté sera passée, quand tu réaliseras que tu as hérité non seulement d'une femme avec des bagages émotionnels, mais aussi de 2 enfants qui ne sont pas les tiens. »« Je sais exactement ce que j'ai devant moi, Élodie, » répondit-il avec une intensité qui la désarçonna. « Et ce que je vois me plaît infiniment. » Elle se leva brusquement, troublée. « Je devrais aller vérifier que les filles dorment. » Il n'insista pas, se contentant de la regarder s'éloigner, son verre de vin à la main. Élodie monta l'escalier, le cœur battant, confuse et effrayée par les sentiments contradictoires qui l'assaillaient. Les jours suivants, une certaine tension s'installa entre eux. Rien de désagréable, plutôt une conscience aiguë de la présence de l'autre, des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps, des frôlements apparemment accidentels qui provoquaient des frissons incontrôlables. Les jumelles, avec leur perspicacité d'enfant, ne manquèrent pas de remarquer ce changement. Un soir, alors qu'Élodie bordait Chloé, celle-ci demanda abruptement « Tu aimes Sébastien, maman ?» Prise au dépourvu, Élodie balbutia « C'est un ami très généreux, ma chérie. Mais est-ce que tu l'aimes comme dans les films, avec des bisous et tout ?» Élodie rougit furieusement. « Ce n'est pas aussi simple, Chloé. Pourquoi? Il est gentil, il cuisine bien, il nous aide pour les devoirs, et il te regarde comme papa ne t'a jamais regardé. » Cette observation, d'une précision dévastatrice, laissa Élodie sans voix. Comment sa fille de 10 ans pouvait-elle percevoir ce qu'elle-même tentait désespérément d'ignorer? « Camille et moi, on serait d'accord, tu sais, » ajouta Chloé en bâillant, « si tu voulais être amoureuse de lui. » Élodie embrassa le front de sa fille, incapable de répondre. Dans le couloir, elle tomba nez à nez avec Sébastien, qui montait, visiblement souhaitait bonne nuit aux filles, comme il avait pris l'habitude de le faire. « Tout va bien ?» demanda-t-il, notant son trouble. « Oui, mentit-elle, juste des questions d'enfant qui me prennent au dépourvu. »
Il sourit avec compréhension. « Elles sont redoutables, n'est-ce pas? On ne peut rien leur cacher. »« Apparemment non, » admit-elle, avec un petit rire nerveux. Leurs regards se croisèrent, s'accrochèrent. Quelque chose d'électrique passa entre eux, puis, comme attirés par une force invisible, ils se rapprochèrent lentement. Élodie pouvait sentir son parfum, percevoir la chaleur qui émanait de son corps. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Maman !» La voix de Camille brisa le moment. « Tu peux venir? J'ai besoin d'aide pour mon exposé de demain. » Élodie recula précipitamment, comme prise en faute. « J'arrive, ma puce !» lança-t-elle avant de s'éloigner rapidement, laissant Sébastien immobile dans le couloir. Le lundi suivant, Élodie se rendit à son entretien d'embauche, déterminée à décrocher ce poste qui représentait non seulement une indépendance financière, mais aussi une échappatoire à cette situation émotionnellement de plus en plus complexe. L'entretien se déroula étonnamment bien. La directrice éditoriale, une femme d'une cinquantaine d'années au regard vif et à l'allure élégante, sembla apprécier son parcours et sa passion pour la littérature. Quand Élodie mentionna son bilinguisme et sa connaissance de l'italien, ses yeux s'illuminèrent. La maison développait justement sa collection de romans étrangers. « Nous vous recontacterons d'ici la fin de la semaine », promit-elle en raccompagnant Élodie. « Mais je peux déjà vous dire que votre profil m'intéresse beaucoup. » Revigorée par cette perspective, Élodie décida de faire un détour par le restaurant de Sébastien. Elle ne l'avait encore jamais vu dans son élément professionnel, et une part d'elle était curieuse de découvrir cette facette de sa personnalité. L'Étoile de Paris se dressait dans une rue élégante du 8e arrondissement, sa façade discrète mais raffinée, n'indiquant en rien le prestige de l'établissement. Seules les 2 étoiles Michelin, sobrement affichées près de la porte, trahissaient son statut. Élodie hésita avant d'entrer. Et si sa visite était malvenue, si elle dérangeait Sébastien en plein service, mais sa curiosité l'emporta. Elle poussa la porte et pénétra dans un univers de luxe feutré, nappes blanches impeccables, argenterie étincelante, œuvres d'art contemporain ornant les murs aux teintes chaudes. Un maître d'hôtel en costume sombre s'approcha immédiatement. « Madame, puis-je vous aider ?»« Je cherche Monsieur Dumont, » expliqua-t-elle, soudain consciente de son tailleur bon marché et de ses chaussures usées. « Je suis une amie. » L'homme l'étudia avec une politesse professionnelle qui dissimulait mal sa surprise. « Un Monsieur Dumont est en cuisine. Souhaitez-vous que je l'informe de votre présence ?»« Non, ne le dérangez pas, » répondit-elle rapidement. « Je repasserai une autre fois. » Mais au moment où elle s'apprêtait à faire demi-tour, une voix familière retentit derrière elle. Élodie, Sébastien, vêtu de sa veste de chef immaculée, semblait à la fois surpris et ravi de la voir. « Je ne voulais pas te déranger, » s'excusa-t-elle. « Je passais dans le quartier après mon entretien et... »« Tu ne me déranges jamais, » affirma-t-il en prenant ses mains dans les siennes. « Comment s'est passé l'entretien ?»« Bien, je crois, très bien même. »« Viens, » dit-il en l'entraînant, vers l'arrière du restaurant. « Je veux te montrer quelque chose. » Il la guida à travers la salle, puis dans un couloir menant à la cuisine. Élodie fut immédiatement frappée par l'atmosphère qui y régnait, contrairement au chaos bruyant qu'elle imaginait. L'espace était organisé comme une chorégraphie silencieuse et précise. Une dizaine de cuisiniers s'activaient à différents postes, concentrés, efficaces, échangeant occasionnellement des instructions brèves. « Mon royaume !» présenta Sébastien avec un mélange de fierté et d'humilité. « Et voici l'équipe qui fait la renommée de l'Étoile. » Il la présenta à chacun, Antoine, le chef exécutif, Lucie, chef pâtissière, Marc, responsable des viandes, Yasmine, au poisson, et tous les autres qui interrompirent brièvement leur travail pour la saluer poliment. « Et voici notre table du chef, » dit-il en la conduisant vers un espace isolé dans un recoin de la cuisine, où une petite table dressée avec soin attendait. « C'est ici que je reçois les invités spéciaux qui veulent voir la cuisine en action. »« C'est impressionnant, » murmura Élodie, touchée par cette visite privilégiée. « Tu as créé quelque chose d'extraordinaire ici. J'ai eu de la chance, dit-il modestement. « Non, » réfuta-t-elle fermement. « Ce n'est pas de la chance. C'est ton talent, ton travail acharné, ta vision. J'ai toujours su que tu y arriverais. Sébastien, même à l'époque. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, chargés d'émotions non exprimées. Puis, sans réfléchir, Élodie se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser léger sur sa joue.
« Merci de m'avoir fait visiter, dit-elle doucement. Je devrais rentrer maintenant. Les filles vont bientôt sortir de l'école. » Sébastien acquiesça, visiblement ému par ce geste simple. « Je rentrerai tôt ce soir, promit-il. On pourrait dîner tous ensemble, fêter ton entretien réussi? » « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle avec un sourire. En quittant le restaurant, Élodie se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Quelque chose avait changé en elle aujourd'hui. Une barrière s'était effondrée, une peur s'était dissipée. Pour la première fois depuis son divorce, elle s'autorisait à envisager un avenir où elle ne serait plus seule à porter le fardeau. Mais en arrivant à la maison, cette bulle de bonheur éclata brutalement. Une voiture inconnue était garée devant la propriété, et sur le perron se tenait un homme qu'elle reconnut immédiatement, malgré les années et les ravages de l'alcool. Maurice, le père des jumelles. Son cœur se glaça. Comment avait-il trouvé leur adresse? Que voulait-il après des mois de silence? « Élodie !» lança-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux injectés de sang. « Jolie maison. On dirait que tu as trouvé un pigeon bien gras pour te financer. »« Que fais-tu ici, Maurice ?» demanda-t-elle froidement, serrant son sac, sa main comme un bouclier. « Je suis venu voir mes filles, évidemment, » répondit-il en s'approchant, dégageant une forte odeur d'alcool. « C'est mon droit, non? Je suis leur père. Un père qui n'a pas donné signe de vie depuis des mois, qui n'a pas payé un centime de pension alimentaire, qui n'a même pas appelé pour leurs anniversaires. » Il balaya ses accusations d'un geste de la main. « J'étais occupé, des affaires importantes. Mais maintenant je suis là et je veux voir mes filles. »« Elles ne sont pas à la maison, » mentit Élodie, sachant qu'elles ne rentreraient de l'école que dans 1 heure. « Et tu n'es pas en état de les voir de toute façon, tu as bu. » Maurice ricana. « Toujours aussi coincé, ça n'a pas changé. Alors, c'est qui ton nouveau mécène? Un vieux riche qui s'est entiché de toi? Ou peut-être qu'il préfère les petites filles? C'est pour ça que tu le laisses s'approcher de mes enfants ?» La gifle partit avant même qu'Élodie ne réalise son geste. Le claquement résonna dans l'allée silencieuse. « Ne t'avise jamais de dire une chose pareille, » siffla-t-elle, tremblante de rage. « Maintenant, pars d'ici avant que j'appelle la police. » Le visage de Maurice se durcit, une lueur dangereuse, s'allumant dans son regard. « Tu crois que tu peux me parler comme ça, me chasser alors que je viens voir mes propres enfants ?» Il agrippa violemment son bras, la faisant grimacer de douleur. « Tu as peut-être trouvé un nouveau pigeon, mais n'oublie pas que légalement j'ai des droits sur mes filles, et je pourrais décider de les exercer pleinement. Lâche-moi, » ordonna Élodie, luttant pour garder son calme malgré la peur qui l'envahissait. « Ou quoi? Tu vas appeler ton nouveau mec à la rescousse ?» Il resserra sa prise. « Écoute-moi bien, Élodie, je veux voir mes filles, et je veux aussi ma part du gâteau. Cette vie de luxe que tu t'es offerte, j'y ai droit aussi. » « Il n'y a pas de gâteau, Maurice, » répondit-elle en tentant de se dégager. « Cette maison n'est pas à moi. Nous sommes hébergés temporairement, c'est tout. »« À d'autres, » ricana-t-il. « Je veux 10 000 € ou je demande la garde des filles. Et crois-moi, un juge sera très intéressé d'apprendre que tu vis chez un homme qui n'est ni ton mari ni un parent, avec mes enfants. » La menace la glaça. Maurice était capable de tout quand il avait besoin d'argent, même d'utiliser ses propres filles comme monnaie d'échange. « Je reviendrai demain, » annonça-t-il en la relâchant enfin, « avec mes 10 000 € ou je pars avec les jumelles. À toi de voir. » Il remonta dans sa voiture et démarra en trombe, laissant Élodie tremblante sur le perron. Comment allait-elle gérer cette nouvelle menace? Comment protéger ses filles? Sans impliquer Sébastien dans ce cauchemar? Alors qu'elle restait là, figée, le bus scolaire s'arrêta au coin de la rue. Les jumelles en descendirent, rieuses et insouciantes, leurs cartables colorés rebondissant sur leur dos. En les voyant s'approcher, Élodie essuya rapidement ses larmes et plaqua un sourire sur son visage. Elle ne devait rien savoir de la visite de leur père, pas encore. Mais au fond d'elle, une terreur sourde s'installait. Maurice était de retour, et avec lui tous les fantômes du passé qu'elle avait cru laisser derrière elle. Le dîner ce soir-là fut une épreuve pour Élodie. Tandis que Sébastien et les jumelles bavardaient joyeusement, elle luttait pour maintenir une façade de normalité, son esprit tournant sans cesse autour de la menace de Maurice. 10 000 €, une somme impossible à rassembler sans l'aide de Sébastien. Mais comment lui parler de ce chantage sans risquer de tout compromettre? « Maman, tu n'as pas touché à ton dessert, »
remarqua Camille, la ramenant brusquement à la réalité. « Oh, je n'ai pas très faim, ma chérie, » s'excusa-t-elle avec un sourire forcé. « Tu es sûr que tout va bien ?» s'inquiéta Sébastien, son regard scrutateur détectant les signes subtils de son trouble. « Tu sembles préoccupé depuis ton retour. »« Juste fatigué, » mentit-elle. « L'entretien a été plus éprouvant que je ne le pensais. » Il n'insista pas, mais elle sentit qu'il n'était pas dupe. Après le repas, quand les filles montèrent faire leurs devoirs, il l'invita à le rejoindre dans son bureau, une pièce chaleureuse, aux murs tapissés de livres qu'elle n'avait encore jamais visités. « Tu voulais me parler ?» demanda-t-elle en s'asseyant dans un fauteuil en cuir confortable. « Non, » répondit-il en lui tendant un verre de cognac. « Je voulais te donner l'espace pour me parler, si tu le souhaites. » Cette invitation délicate, sans pression, fit céder quelque chose en elle. Les larmes qu'elle retenait depuis l'après-midi jaillirent soudain, incontrôlables. « Élodie !» s'exclama Sébastien alarmé, s'agenouillant devant elle. « Que se passe-t-il » Entre deux sanglots, elle lui raconta tout. La visite de Maurice, ses menaces, son chantage, sa peur qu'il ne tente d'emmener les filles. « Pourquoi maintenant » demanda Sébastien, son visage reflétant une colère contenue. « Après tous ces mois d'absence ?»« L'argent, » répondit-elle simplement. « Il a dû apprendre que nous vivions ici, dans cette maison. Il croit que j'ai fait un beau mariage et veut sa part. » Comment aurait-il pu savoir ? Élodie haussa les épaules, impuissante. Un voisin de Belleville qui nous a vus déménager ? Les filles qui ont mentionné notre nouvelle adresse à un camarade de classe ? Je ne sais pas. Sébastien se releva et fit quelques pas dans la pièce, pensif. « Tu as dit qu'il reviendrait demain ?» Elle acquiesça, essuyant ses larmes. « Avec soit 10 000 euros, soit un document juridique pour emmener les filles. »« Peut-il vraiment faire ça ?» s'inquiéta Sébastien. « Je veux dire légalement ?»« Je ne sais pas exactement, » admit Élodie. « Nous avons la garde partagée sur le papier, même s'il n'a pratiquement jamais exercé son droit de visite. Mais s'il décide soudain de jouer au père modèle devant un juge et m'accuse de priver les filles de leur père. » Elle laissa sa phrase en suspens, le scénario était trop effrayant pour être formulé à voix haute. « Nous devons consulter un avocat, » décida Sébastien. « Dès demain matin. J'ai un ami qui est spécialisé en droit de la famille. Je vais l'appeler tout de suite pour prendre rendez-vous. »« Je ne peux pas te demander ça, » protesta faiblement Élodie. « C'est mon problème, pas le tien. »« Élodie, » dit-il en se rasseyant face à elle et en prenant ses mains dans les siennes, « quand accepteras-tu que tu n'es plus seule, que tes problèmes sont aussi les miens maintenant ?»« Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ferais-tu tout ça pour nous ?» Sébastien soutint son regard avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu ne le sais vraiment pas ?» Il se pencha vers elle, lentement, lui laissant tout le temps de se dérober si elle le souhaitait. Mais elle resta immobile, son cœur battant, la chamade. Lorsque ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut comme si le temps s'arrêtait. Un baiser doux, presque timide d'abord, qui s'approfondit quand elle y répondit, libérant des années de sentiments refoulés. Quand ils se séparèrent enfin, Sébastien appuya son front contre le sien. « Voilà pourquoi, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Élodie. Toutes ces années, malgré les distances, les relations, les succès, tu étais toujours là, quelque part dans mon cœur. Et quand j'ai retrouvé tes filles, puis toi, c'était comme si le destin me donnait une seconde chance. » Élodie ferma les yeux, submergée par des émotions contradictoires. Joie, peur, espoir, doute. « J'ai tellement peur, » avoua-t-elle dans un souffle. « Peur que tout s'écroule à nouveau. Peur de te faire confiance et d'être déçue. Peur d'impliquer les filles dans quelque chose qui pourrait leur faire du mal si ça ne fonctionne pas. »« Je comprends, » dit-il en caressant doucement sa joue, « et je ne te demande pas de décider quoi que ce soit ce soir. Tout ce que je veux, c'est que tu saches que tu n'es pas seule face à Maurice, face à quoi que ce soit. Je suis là, Élodie, et je n'ai pas l'intention de partir. » Elle hocha la tête, trop émue pour parler. Puis, elle se blottit contre lui, trouvant dans ses bras un réconfort dont elle ignorait avoir tant besoin. Ils restèrent ainsi un long moment, jusqu'à ce que la pendule du bureau sonne 10 heures. Élodie se redressa à regret. « Je devrais aller voir si les filles ont fini. »« Leur devoir, » dit-elle, retrouvant son rôle de mère. « Bien sûr, » s'acquiesça Sébastien. « Je vais appeler mon avocat maintenant. »
Avec un peu de chance, il pourra nous recevoir demain à la première heure. » Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, il retint sa main. « Élodie, quoi qu'il arrive avec Maurice, nous trouverons une solution, je te le promets. » Son assurance tranquille lui donna la force de sourire. « Merci, Sébastien, pour tout. » Cette nuit-là, malgré l'angoisse qui persistait concernant Maurice, Élodie s'endormit avec une sensation nouvelle de sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule à affronter les tempêtes. Le lendemain matin, après avoir accompagné les jumelles à l'arrêt du bus scolaire, Élodie et Sébastien se rendirent au cabinet de maître Laurent Mercier dans un immeuble haussmannien près de l'Opéra. L'avocat, un homme élégant d'une 50aine d'années, les reçut immédiatement dans un bureau aux boiseries anciennes et aux fauteuils confortables. « Sébastien, mon vieil ami !» salua-t-il chaleureusement avant de se tourner vers Élodie avec un sourire bienveillant. « Madame Vernet, je présume ? Sébastien m'a brièvement expliqué votre situation au téléphone. Pourriez-vous me donner plus de détails ?» Élodie lui raconta tout. Son mariage avec Maurice, leur divorce 5 ans plus tôt, la garde partagée, qui n'existait que sur le papier, les pensions alimentaires impayées, et enfin la réapparition soudaine de Maurice avec ses menaces. « A-t-il explicitement menacé d'enlever vos filles ?» demanda maître Mercier, prenant des notes. « Il a dit qu'il reviendrait aujourd'hui et que soit je lui donnais 10 000 euros, soit il partirait avec les jumelles, » confirma Élodie, la gorge nouée. L'avocat hocha la tête, son expression grave. « Juridiquement, votre ex-mari ne peut pas simplement se présenter et emmener vos enfants contre votre volonté, même s'il a un droit de garde partagé. Ce serait considéré comme un enlèvement parental, passible de poursuites pénales. » Un soulagement momentané traversa Élodie, vite tempéré par la suite. « Cependant, » poursuivit maître Mercier, « il pourrait effectivement saisir le juge aux affaires familiales pour faire respecter son droit de visite et d'hébergement. La bonne nouvelle, c'est que les tribunaux tiennent généralement compte de la régularité des visites passées et du paiement des pensions alimentaires. Dans votre cas, son absence prolongée et le non-paiement des pensions joueraient en votre faveur. « Que nous conseillez-vous » demanda Sébastien, sa main serrant discrètement celle d'Élodie. « 2 choses, » répondit l'avocat. « Premièrement, ne cédez pas au chantage. Ne lui donnez pas d'argent, cela ne ferait que l'encourager à revenir en demander davantage. Deuxièmement, prenez les devants en déposant une requête pour modifier les modalités de garde. Nous pouvons demander la garde exclusive, avec un droit de visite encadré pour le père, par exemple dans un lieu neutre en présence d'un tiers. »« Et s'il vient aujourd'hui ?» s'inquiéta Élodie. « S'il insiste pour voir les filles ou tente de les emmener ?»« Refusez poliment mais fermement. S'il devient menaçant, appelez immédiatement la police. Documentez tout, enregistrez les conversations. Si possible, notez les dates et heures de ses visites, gardez toute communication écrite. Nous aurons besoin de preuves de son comportement inapproprié. » Maître Mercier leur remit un document qu'il venait de rédiger. « Voici une attestation indiquant que vous m'avez consulté concernant une modification des droits de garde. Ce n'est pas un document officiel, mais cela pourrait dissuader votre ex-mari s'il tente de vous intimider. » En quittant le cabinet de l'avocat, Élodie se sentait à la fois plus légère et plus déterminée. Le conseil de ne pas céder au chantage résonnait avec sa propre intuition. Donner de l'argent à Maurice ne résoudrait rien à long terme. « Ça va aller ?» demanda Sébastien en lui ouvrant la portière de sa voiture. « Oui, » affirma-t-elle, avec une assurance nouvelle. « Je ne laisserai pas Maurice gâcher ce que nous sommes en train de construire. » Ce « nous » lui échappa naturellement, et le sourire qui illumina le visage de Sébastien valait tous les discours. Ils passèrent la journée à la maison, attendant nerveusement la visite de Maurice. Sébastien avait délégué la gestion du restaurant à Antoine pour rester auprès d'Élodie, un geste qui la touchait profondément. Vers 16 heures, la sonnette retentit. Par la fenêtre du salon, ils aperçurent tout Maurice, plus débraillé encore que la veille, qui se tenait devant le portail électronique. « Je vais lui parler, » décida Élodie. « Seule. »« Hors de question, » protesta Sébastien. « Je ne te laisse pas affronter ça toute seule. »« Je dois le faire, Sébastien. C'est mon combat, mon passé. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi, je te le promets. » Après un moment d'hésitation, il acquiesça à contre-cœur. « D'accord, mais je resterai à portée de voix. »
Élodie sortit dans le jardin et s'approcha du portail sans l'ouvrir. Maurice, l'apercevant, afficha un sourire mauvais. « Alors, ma chérie, tu as mon argent ?»« Non, Maurice, répondit-elle calmement. Je n'ai pas d'argent à te donner, et tu ne prendras pas les filles non plus. » Il plissa les yeux, son sourire s'effaçant. « Tu crois que tu as le choix ? J'ai mes droits, Élodie. Je suis leur père. Un père qui disparaît pendant des mois, qui ne paie pas de pension, alimentaire, qui se présente ivre pour les voir. » Elle sortit le document remis par Maître Mercier. « J'ai consulté un avocat ce matin. Si tu tentes d'emmener les filles sans mon consentement, ce sera considéré comme un enlèvement parental. Tu risques la prison, Maurice. » Il pâlit visiblement, ne s'attendant pas à cette résistance. « Tu bluffes. Appelle la police si tu veux vérifier, le défia-t-elle. Ou mieux encore, appelle ton propre avocat. S'il est compétent, il te dira exactement la même chose. » Maurice frappa rageusement le portail de sa main. « Tu ne t'en tireras. Pas comme ça. Ces gosses sont à moi aussi. Si tu veux vraiment faire partie de leur vie, il va falloir faire les choses correctement, » répondit Élodie imperturbable. « Sobriété, emploi stable, logement décent, paiement régulier de la pension alimentaire. Quand tu pourras offrir tout ça, nous reparlerons d'un droit de visite. Tu te crois tellement supérieur maintenant que tu vis dans ce palace avec ton Richard, cracha-t-il avec amertume. Tu oublies d'où tu viens, Élodie. Tu oublies qui tu es vraiment. Non, Maurice, pour la première fois depuis longtemps, je me souviens exactement qui je suis. Une femme qui ne te laissera plus jamais faire du mal à ses enfants. » La détermination dans sa voix sembla finalement l'atteindre. Son visage passa de la colère à une sorte de dépit résigné. « Ce n'est pas fini, » marmonna-t-il en reculant vers sa voiture. « Tu entends ? Ce n'est pas fini. »« Pour aujourd'hui, si, » répondit-elle fermement. « Au revoir, Maurice. » Elle le regarda monter dans sa voiture et partir en faisant crisser les pneus. Ce n'était qu'une victoire temporaire, elle le savait. Maurice reviendrait probablement, mais elle serait prête. Elle ne fuirait plus. Quand elle rentra dans la maison, Sébastien l'attendait dans le hall, visiblement tendu. « Ça s'est bien passé. »« Aussi bien que possible, » répondit-elle en se blottissant contre lui, cherchant sa chaleur rassurante. « Il est parti, pour l'instant. »« Tu as été incroyable, » murmura-t-il en embrassant ses cheveux, « tellement courageuse. »« J'ai eu peur, » avoua-t-elle, « mais pour la première fois je me suis sentie forte, comme si je pouvais vraiment le tenir à distance. »« Tu peux, » affirma Sébastien, « et tu n'es plus seul dans ce combat. » Le bruit du bus scolaire s'arrêtant au coin de la rue les alerta que les jumelles allèrent bientôt arriver. Élodie se détacha doucement de l'étreinte de Sébastien. « Devons-nous leur parler de leur père ?» demanda-t-elle incertaine. Sébastien réfléchit un instant. « Je pense qu'elle devrait savoir qu'il est réapparu, mais peut-être pas tous les détails du chantage. Elles sont intelligentes, elles sentiraient que quelque chose se passe de toute façon. » Élodie acquiesça, reconnaissant la sagesse de ce conseil. Ensemble, ils accueillirent les fillettes qui rentrèrent de l'école, rieuses et excitées par une sortie au musée prévue le lendemain. Ce soir-là, après le dîner, Élodie rassembla son courage et parla aux jumelles de la visite, de leur père. Elle choisit ses mots avec soin, évitant de diaboliser Maurice tout en expliquant clairement qu'il traversait des difficultés qui l'empêchaient d'être un bon père pour le moment. « Est-ce qu'on va devoir aller chez lui ?» demanda Chloé, visiblement inquiète. « Non, ma chérie, » la rassura Élodie. « Pas tant qu'il n'aura pas réglé ses problèmes. »« Tant mieux, » murmura Camille. « La dernière fois qu'on y est allé, c'était sale et il y avait des bouteilles partout. » Cette remarque serra le cœur d'Élodie. Elle n'avait pas réalisé que les filles avaient été si conscientes des problèmes de leur père lors de leur rare visite. « Et si jamais il vient nous chercher à l'école ?» s'inquiéta Chloé. Ce fut Sébastien qui intervint, s'agenouillant devant les fillettes. « J'ai déjà parlé à votre directrice ce matin. Elle sait que seule votre mère et moi sommes autorisés à vous récupérer. Si votre père se présente, elle ne vous laissera pas partir avec lui et nous appellera immédiatement. » Les jumelles semblèrent soulagées par cette précaution et Élodie adressa à Sébastien un regard de gratitude émue. Il avait pensé à tout, anticipant ses inquiétudes avant même qu'elle ne les formule. Plus tard, après avoir bordé les filles, Élodie rejoignit Sébastien dans le salon où il lisait tranquillement, un verre de vin à portée de main. «
Merci d'avoir parlé à l'école, dit-elle en s'asseyant près de lui. Je n'y avais même pas pensé. C'était la première. Chose à faire, répondit-il simplement. J'ai aussi demandé à Pascal, mon chauffeur, de les accompagner et de les ramener de l'école pendant quelques jours, jusqu'à ce que nous soyons sûrs que Maurice a renoncé. Élodie sentit une vague d'émotion l'envahir. Cet homme prenait soin d'elle avec une prévenance qui la bouleversait. Ce n'était pas seulement de l'affection, c'était un engagement profond, une volonté de protéger sa famille comme si c'était la sienne. « Je ne sais pas comment te remercier, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à me remercier, » dit-il en posant son livre. « C'est ce qu'on fait quand on... » Il s'interrompit, hésitant. « Quand? On quoi » l'encouragea-t-elle doucement. « Quand on aime quelqu'un, » acheva-t-il, son regard plongé dans le sien. « Je t'aime, Élodie. Toi et tes filles. Je sais que c'est peut-être trop tôt pour te le dire, que tu as besoin de temps, mais je voulais que tu le saches. » La simplicité de cette déclaration, sa sincérité évidente, firent fondre les dernières résistances d'Élodie. Les mots qu'elle retenait depuis des jours, peut-être des semaines, s'échappèrent enfin. « Je t'aime aussi, Sébastien. Je crois que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même toutes ces années. » Il l'attira contre lui, et leurs lèvres se trouvèrent naturellement. Ce baiser était différent du premier, plus profond, plus assuré, scellant une promesse tacite, entre eux. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Élodie lorsqu'ils se séparèrent, légèrement essoufflés. « Maintenant » répéta Sébastien avec un sourire tendre. « Maintenant, nous vivons jour après jour. Nous protégeons les filles. Nous construisons quelque chose ensemble. Et nous affrontons Maurice ou n'importe quel autre obstacle qui se dressera sur notre chemin. » Elle acquiesça apaisée par cette vision simple mais puissante de leur avenir. Pas de grandes promesses, pas de château en Espagne. Juste un engagement à affronter la vie ensemble, quoi qu'elle leur réserve. Cette nuit-là, blottie contre Sébastien dans sa chambre devenue leur chambre, Élodie s'endormit avec une certitude nouvelle au cœur. Quelles que soient les épreuves à venir, ils les traverseraient ensemble. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine presque normale. Maurice ne réapparut pas, et petit à petit, la tension qui habitait Élodie commença à se dissiper. Les jumelles, rassurées par les mesures de protection mises en place, retrouvèrent leur insouciance habituelle. Une semaine après la confrontation avec Maurice, Élodie reçut un appel de la maison d'édition. Le poste était à elle, si elle le voulait toujours. Elle accepta avec enthousiasme, ravie de retrouver une indépendance professionnelle et financière. Le soir même, Sébastien organisa un dîner spécial pour célébrer la nouvelle. Les jumelles avaient confectionné des cartes de félicitations, et même Antoine, le chef exécutif du restaurant, était venu préparer un repas gastronomique à domicile. Au milieu du dîner, alors que les conversations allaient bon train, la sonnerie du téléphone retentit. Sébastien se leva pour répondre, puis revint quelques minutes plus tard, l'expression grave. « Qu'y a-t-il » s'inquiéta immédiatement Élodie. « C'était maître Mercier » répondit-il en se rasseyant. « Maurice a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales. Il demande l'application stricte de son droit de garde alterné. » Le sang d'Élodie se glaça. Il ne peut pas faire ça. Il n'a pas exercé ce droit depuis des mois. Apparemment, il prétend que tu l'as empêché de voir ses filles, que tu as déménagé sans l'en informer officiellement et que tu vis maintenant avec un homme qui n'est pas un membre de la famille, ce qui perturberait les enfants. Les jumelles, qui avaient cessé de manger, regardèrent les adultes avec inquiétude. « On va devoir aller chez papa » demanda Chloé d'une petite voix. « Non, ma puce » la rassura fermement Élodie. « Pas si je peux l'empêcher. »« Et nous pouvons l'empêcher » affirma Sébastien avec conviction. Maître Mercier pense que Maurice bluffait jusqu'à présent, mais que face à ton refus de céder au chantage, il a décidé de passer à l'action juridique. C'est une bonne nouvelle. En un sens, ça signifie qu'il joue maintenant selon les règles. En quoi est-ce une bonne nouvelle ? S'étonna Élodie. Parce que devant un juge, il devra justifier son absence et son manque de contribution financière. Maître Mercier dit que nous avons un dossier solide pour contrer sa demande et même obtenir une modification de la garde en ta faveur. Antoine, qui s'était discrètement éclipsé en cuisine pendant cette conversation, revint avec le dessert, un soufflé au chocolat qui détourna momentanément l'attention des jumelles. « Quand aura lieu l'audience » demanda Élodie à voix
Basse, dans 3 semaines, répondit Sébastien. Nous avons largement le temps de nous préparer. Elle hocha la tête, tentant de retrouver le calme qui l'avait habité ces derniers jours. Mais au fond d'elle, une peur ancienne s'était réveillée, celle de voir ses filles arrachées à elle par un système judiciaire qui privilégierait les droits du père, même défaillant sur le bien-être des enfants. Cette peur, Sébastien, semblait la percevoir avec une acuité troublante. Après le départ d'Antoine et le coucher des jumelles, il l'attira dans ses bras sur la terrasse baignée par la lumière douce des lanternes. « Nous ne les laisserons pas partir, Élodie, » promit-il avec une ferveur qui la réconforta. « Je te le jure. Et si le juge décide autrement, alors nous ferons appel. Nous battrons avec tous les moyens légaux à notre disposition. » Il prit son visage entre ses mains. « Je ne laisserai rien ni personne détruire notre famille. Pas maintenant que je vous ai trouvé. » Notre famille. Ces 2 mots résonnèrent en Élodie comme une promesse plus puissante que n'importe quel serment. Une famille, c'était ce qu'ils étaient devenus, presque imperceptiblement, jour après jour. Sébastien n'était plus simplement son ancien amour retrouvé, ni même son nouveau compagnon. Il était devenu une figure paternelle pour ses filles, un pilier sur lequel elles s'appuyaient toutes les 3. Cette nuit-là, tandis que Paris s'endormait sous un ciel étoilé, Élodie prit une décision qui allait changer le cours de leur combat contre Maurice. Une décision risquée, mais qui pourrait être leur meilleure protection. Le lendemain matin, pendant que Sébastien conduisait les jumelles à l'école, une habitude qu'il avait prise depuis l'apparition de Maurice, Élodie contacta Maître Mercier pour lui exposer son idée. L'avocat l'écouta attentivement, puis resta silencieux quelques instants. « C'est une stratégie audacieuse, » admit-il finalement. « Risquée, mais potentiellement très efficace. Avez-vous déjà discuté de cette possibilité avec Sébastien ? » « Pas encore, » répondit Élodie. « Je voulais d'abord avoir votre avis juridique. Du point de vue légal, cela renforcerait considérablement votre position. Un juge aux affaires familiales tient généralement compte de la stabilité du foyer, et un mariage représente un engagement fort en ce sens. De plus, cela ouvrirait la porte à une adoption par Sébastien dans le futur, ce qui sécuriserait définitivement la situation des filles. Mais n'est-ce pas précipité ? Hésita Élodie. Nous ne sommes ensemble que depuis quelques semaines. Elle entendit le léger sourire dans la voix de l'avocat lorsqu'il répondit « Madame Vernet, je connais Sébastien depuis l'université. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. Quant à la précipitation, parfois les circonstances nous poussent à accélérer des décisions qui auraient de toute façon été prises tôt ou tard. » Cette remarque toucha Élodie plus qu'elle ne l'aurait cru. « Merci, maître Mercier. Parlez-en à Sébastien, conseilla l'avocat, et faites-moi savoir votre décision. Si vous choisissez cette voie, nous devrons agir rapidement pour que le mariage soit célébré avant l'audience. » Après avoir raccroché, Élodie resta longuement assise dans le salon, regardant par la fenêtre le jardin où les premières fleurs du printemps commençaient à éclore. Proposer le mariage à Sébastien. L'idée la faisait trembler d'appréhension et d'excitation mêlées. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé sa deuxième union, motivée en partie par une stratégie juridique contre son ex-mari. Et pourtant, n'y avait-il pas aussi de l'amour, un amour profond qui n'avait fait que grandir ces dernières semaines, un amour qui peut-être avait toujours été là, endormi pendant toutes ces années de séparation. Le bruit de la porte d'entrée interrompit ses réflexions. Sébastien revenait de l'école, fredonnant distraitement. Il sourit en la voyant et vint l'embrasser tendrement. « Les filles sont bien arrivées, » annonça-t-il. « J'ai parlé à leur institutrice, elle sera particulièrement vigilante aujourd'hui. »« Merci, » dit Élodie, touchée par sa prévenance constante. Il s'assit près d'elle, remarquant son expression pensive. « Quelque chose te préoccupe ?» C'était le moment. Élodie prit une profonde inspiration. « J'ai appelé maître Mercier ce matin, » commença-t-elle, « pour lui soumettre une idée concernant notre situation avec Maurice. »« Quelle idée ?» demanda Sébastien attentif. Élodie hésita, cherchant les mots justes. « Il pense que si nous étions mariés avant l'audience, cela renforcerait considérablement notre position. Cela montrerait au juge que les filles évoluent dans un foyer stable, avec 2 adultes engagés dans une relation durable. » Sébastien la regarda impassible, et pendant un instant terrible,
Élodie crut avoir commis une erreur monumentale. Puis, à sa grande surprise, il éclata de rire. « Quoi » s'étonna-t-elle, décontenancée. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Pour toute réponse, Sébastien se leva et se dirigea vers son bureau. Il en revint quelques instants plus tard, tenant une petite boîte en velours noir qu'il lui tendit. « J'avais prévu de faire ça ce week-end », expliqua-t-il, soudain presque timide. « J'avais organisé un dîner aux chandelles sur la terrasse, qu'avec un violoniste et tout le tralala romantique. Mais puisque tu abordes le sujet... » Élodie prit la boîte d'une main tremblante et l'ouvrit. Adieu. L'intérieur reposait une bague magnifique, un solitaire d'une élégante simplicité, serti d'un diamant qui captait la lumière avec une pureté éblouissante. « Sébastien » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Élodie Vernet, je t'ai aimée il y a 11 ans et je t'aime encore plus aujourd'hui. Ces dernières semaines m'ont montré que mon cœur t'avait toujours appartenu, même quand je l'ignorais. Je veux passer le reste de ma vie avec toi et tes filles, que je considère déjà comme les miennes. Veux-tu m'épouser » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Élodie. « Oui » souffla-t-elle, « oui, je le veux. » Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, puis l'embrassa avec une tendresse qui la bouleversa. Lorsqu'ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien, partageant ce moment d'intimité parfaite. « J'avais tellement peur que tu penses que je te le proposais uniquement à cause de Maurice, » avoua Élodie. « Et moi, j'avais peur que... Tu acceptes uniquement pour protéger les filles, » répondit-il avec un sourire. « Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ?»« Non, » affirma-t-elle avec conviction. « Je t'aime, Sébastien. Je veux être ta femme, audience ou pas audience. » « Alors, tout est parfait, » conclut-il en l'embrassant à nouveau, puis s'écartant légèrement, « quoique, il reste un détail crucial. »« Lequel » s'inquiéta-t-elle. « Il faut l'approbation de Camille et Chloé, » répondit-il sérieusement. « Elles sont une partie non négociable de ce mariage. » Élodie sourit, touchée par cette préoccupation qui révélait tant de son caractère. « Tu as raison, nous leur parlerons ce soir. » La journée passa dans une brume de bonheur pour Élodie. Elle contemplait régulièrement sa bague, encore incrédule face à ce tournant inattendu. Elle qui s'était jurée de ne plus jamais dépendre d'un homme après son divorce, s'apprêtait maintenant à se remarier. Mais cette fois, c'était différent. Sébastien n'était pas Maurice. Il était l'homme qu'elle avait toujours espéré, rencontré, attentionné, stable, aimant. Le soir venu, après le dîner, ils rassemblèrent les jumelles dans le salon pour leur grande annonce. Les fillettes, sentant l'importance du moment, s'assirent sagement sur le canapé, les yeux brillants de curiosité. « Les filles, » commença Élodie, « Sébastien et moi avons quelque chose d'important à vous dire. Vous allez vous marier » lâcha Camille avec une perspicacité qui les prit de court. « Comment as-tu deviné » s'étonna Sébastien. Camille haussa les épaules avec un sourire malicieux. « Maman n'arrête pas de regarder sa main aujourd'hui, et tu souris comme un idiot. » « Depuis ce matin. »« Camille » réprimanda doucement Élodie, tandis que Sébastien éclatait de rire. « Elle a raison, admit-il. Je souris probablement comme un idiot, parce que je suis l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. » Il se tourna vers les jumelles, son expression devenant plus sérieuse. « Mais ce qui nous importe le plus, c'est de savoir ce que vous en pensez toutes les deux. Ce mariage vous concerne autant que nous. » Les fillettes échangèrent un regard, semblant communiquer silencieusement comme elles le faisaient souvent. « Est-ce que ça veut dire que tu seras notre papa ?» demanda finalement Chloé, d'une voix où l'espoir le disputait à l'incertitude. La question fit monter les larmes aux yeux de Sébastien. « Si vous le voulez bien, » répondit-il doucement, « j'aimerais beaucoup être votre papa, pas pour remplacer votre père biologique, mais pour être là pour vous tous les jours, pour vous aimer et vous protéger. Et on pourra rester dans cette maison, sans qui Camille pratique comme toujours. »« Bien sûr, » confirma Sébastien, « c'est votre maison maintenant. »« Et on n'ira pas chez papa ?» insista Chloé, révélant la peur qui couvait sous leur apparente tranquillité. Élodie et Sébastien échangèrent un regard. C'était le moment d'aborder le sujet délicat de l'audience à venir. « Nous faisons tout notre possible pour que vous n'ayez pas à y aller si vous ne le souhaitez pas, » expliqua Élodie avec précaution. « Le mariage nous aidera à convaincre le juge que vous êtes heureuse et en sécurité ici.
Mais le juge va nous demander notre avis, non? Demanda Camille. On a appris ça à l'école. Les enfants ont le droit d'être entendus dans les procédures qui les concernent. Élodie sourit, impressionnée par la maturité de sa fille. Oui, ma chérie. À votre âge, le juge tiendra compte de votre opinion. Alors c'est réglé, décréta Camille avec assurance. On lui dira qu'on veut rester avec vous deux. Et qu'on aime Sébastien, ajouta Chloé, et qu'il fait les meilleures crêpes du monde. Cette remarque détendit l'atmosphère, provoquant les rires des adultes. Donc, vous êtes d'accord? Demanda Sébastien, cherchant une confirmation explicite. Pour toute réponse, les jumelles se levèrent d'un même mouvement et vinrent se jeter dans ses bras, puis dans ceux d'Élodie, formant un câlin familial qui valait tous les discours. « Je crois que ça veut dire oui », murmura Élodie, émue aux larmes. Cette nuit-là, après avoir bordé les filles, Élodie et Sébastien discutèrent des détails pratiques. Avec l'audience dans 3 semaines, ils n'avaient pas le temps d'organiser un grand mariage traditionnel. « Nous pourrions faire une petite cérémonie civile avant l'audience, » proposa Sébastien, « et prévoir une grande fête plus tard, quand toute cette histoire avec Maurice sera derrière nous. »« Ça me semble parfait, » approuva Élodie. « Je n'ai pas besoin d'une cérémonie fastueuse. Juste toi, les filles, et peut-être quelques amis proches. »« Mon père voudra certainement être là, » dit Sébastien. « Et toi, y a-t-il des personnes que tu souhaiterais inviter ?» Élodie réfléchit. Sa famille se résumait à une tante éloignée, avec qui elle n'avait que peu de contact. Quant à ses amis, la vie de mère célibataire lui avait laissé peu de temps pour entretenir des amitiés. « Peut-être Martine, ma voisine de Belleville, » dit-elle finalement. Elle a souvent gardé les filles quand elles étaient plus petites. Et Claire, une collègue de Lyon avec qui je suis resté en contact. Sébastien hocha la tête, notant ces noms sur son téléphone. Je m'occuperai des démarches administratives demain. Et si tu es d'accord, j'aimerais offrir aux filles un cadeau spécial pour l'occasion. Quel genre de cadeau? Des médaillons assortis, expliqua-t-il, avec nos 4 prénoms gravés à l'intérieur. Un symbole de notre famille, recomposé. Élodie sentit son cœur se gonfler d'amour devant cette attention délicate. Elles vont adorer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Sébastien, avec son efficacité habituelle, s'occupa de toutes les formalités administratives pour que le mariage puisse avoir lieu rapidement. Élodie, qui avait commencé son nouvel emploi à la maison d'édition, jonglait entre ses responsabilités professionnelles et les préparatifs. Les jumelles, quant à elles, s'investirent avec enthousiasme dans l'organisation, dessinant des plans de table, proposant des idées de décoration et débattant passionnément de ce qu'elles porteraient pour l'occasion. 10 jours avant l'audience, tout était prêt pour la cérémonie civile qui aurait lieu le samedi suivant à la mairie de Neuilly. Élodie avait trouvé une robe simple mais élégante, couleur ivoire qui mettait en valeur sa silhouette gracile. Les jumelles avaient choisi des robes assorties d'un bleu pâle qui soulignait la couleur de leurs yeux. Sébastien avait opté pour un costume sur mesure gris anthracite qui lui conférait une allure distinguée sans être trop formelle. L'avant-veille du mariage, alors qu'Élodie rentrait de la maison d'édition, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte d'entrée. Son nom y était inscrit d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement, lui glaçant le sang, celle de Maurice. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une simple feuille de papier portant un message laconique. « C'est pour le mariage. Crois-tu vraiment que ça changera quelque chose? J'ai des preuves que tu es une mère indigne. 10 000 € sur mon compte avant samedi, où je les montrerai au juge. Tu perdras tout. » Élodie s'appuya contre le mur, les jambes flageolantes. Des preuves? Quelles preuves? Elle avait toujours été une mère attentionnée, malgré les difficultés. Était-ce du bluff? Probablement, mais le doute s'insinua néanmoins, en elle comme un poison. Elle envisagea de cacher cette lettre à Sébastien, de gérer seule ce nouveau chantage, mais leur relation était basée sur la confiance et l'honnêteté, et elle avait promis de ne plus affronter ses problèmes seule. Lorsque Sébastien rentra ce soir-là, elle lui montra immédiatement la lettre. Il la lut en silence, son visage se durcissant à mesure qu'il en assimilait le contenu. « C'est du bluff », dit-il finalement, confirmant sa propre intuition. « Il n'a aucune preuve parce qu'il n'y a rien à prouver. Tu es une mère exemplaire, Élodie. » Mais s'il inventait quelque chose, s'inquiéta-t-elle, s'il manipulait des photos, fabriquait des témoignages,
Alors nous les réfuterons, affirma Sébastien avec conviction. Nous avons la vérité de notre côté, Élodie, et la vérité finit toujours par triompher. Il l'attira contre lui, la berçant doucement. Maurice est désespéré. Il voit que nous sommes forts ensemble, que son emprise sur toi s'effrite. Cette lettre est le dernier recours d'un homme qui sait qu'il a perdu. Je devrais peut-être appeler Maître Mercier, suggéra Élodie, légèrement rassérénée. Bonne idée. Je suis sûr qu'il nous conseillera de conserver cette lettre comme preuve supplémentaire de tentative de chantage. L'avocat, contacté dans la soirée, confirma effectivement que cette lettre constituait un élément à charge contre Maurice. C'est une tentative d'extorsion caractérisée, expliqua-t-il. Je vais déposer une plainte dès demain. Cela renforcera encore notre dossier pour l'audience. Cette nuit-là, malgré les assurances de Sébastien et de Maître Mercier, Élodie eut du mal à trouver le sommeil. Des cauchemars peuplés de tribunaux hostiles et d'enfants en pleurs la réveillaient en sursaut. À chaque fois, Sébastien était là, la rassurant patiemment, lui rappelant qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve. Le samedi matin arriva enfin, baigné d'une lumière dorée qui semblait de bon augure. Les jumelles se réveillèrent aux aurores, trépignant d'excitation à l'idée de la journée qui les attendait. « Maman, maman !» s'écria Chloé en bondissant sur le lit où Élodie somnolait encore. « C'est aujourd'hui que tu deviens Madame Dumont. » Cette remarque innocente fit sourire Élodie. Dans toute cette agitation juridique, elle avait presque oublié ce détail. Elle allait changer de nom, abandonnant celui de son premier mariage pour adopter celui de Sébastien. Un nouveau départ, symbolique à tant d'égards. La matinée fut consacrée aux préparatifs. Claire, l'amie d'Élodie venue spécialement de Lyon, l'aida à se coiffer et à se maquiller, tandis que Martine s'occupait des jumelles. Sébastien, suivant la tradition, s'était retiré dans une suite d'hôtels la veille au soir, insistant pour ne pas voir la mariée avant la cérémonie. À 11 heures, tout était prêt. Élodie, vêtue de sa robe ivoire, les cheveux relevés, en un chignon élégant orné de petites fleurs, contemplait son reflet dans le miroir. Elle avait l'air sereine malgré les inquiétudes qui continuaient de l'habiter. « Tu es magnifique », déclara Claire en ajustant une dernière fois le décolleté de la robe. Sébastien va tomber à la renverse. « Les filles sont prêtes ?» s'enquit Élodie. « Oui, et elles sont adorables dans leurs robes bleues. Elles attendent en bas avec Martine. » Le trajet jusqu'à la mairie se fit dans une voiture décorée de fleurs blanches, conduite par Pascal, le chauffeur de Sébastien qui était devenu un ami de la famille. Les jumelles, assises de part et d'autre d'Élodie sur la banquette arrière, bavardaient avec excitation, leurs médaillons tout neufs brillant à leur cou. En arrivant devant la mairie, Élodie fut surprise par le nombre de personnes présentes. Outre les quelques invités prévus, toute l'équipe du restaurant de Sébastien était là, ainsi que plusieurs de ses nouveaux collègues de la maison d'édition. Comment avait-il organisé tout cela en si peu de temps? Sébastien l'attendait, sur les marches, splendide dans son costume, les yeux brillants d'émotion. À ses côtés se tenait un homme plus âgé qui lui ressemblait beaucoup. Son père, devina Élodie. Lorsqu'elle sortit de la voiture, un murmure admiratif parcourut l'assemblée. Sébastien descendit les marches pour venir à sa rencontre, prenant ses mains dans les siennes. « Tu es éblouissante », murmura-t-il. « Et toi, tu es plein de surprises », répondit-elle en désignant la foule des invités. « Je croyais que ce serait une petite cérémonie. »« J'ai pensé que tu méritais mieux que ça », expliqua-t-il. « Tu mérites d'être célébrée, Élodie, toi et les filles. » Cette attention la toucha profondément. Toute sa vie, elle s'était sentie insignifiante, effacée. Et voilà que cet homme extraordinaire la plaçait au centre du monde comme le trésor le plus précieux. Les jumelles les rejoignirent, formant un petit cercle, familial au pied des marches de la mairie. Sébastien s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Vous êtes magnifiques, mesdemoiselles », dit-il en ajustant le médaillon de Chloé qui s'était retournée. « Prêtes pour le grand jour ?»« Oui !» s'exclamèrent-elles en chœur. « Alors allons-y », dit-il en se relevant et en offrant son bras à Élodie. « Notre avenir nous attend. » Alors qu'ils gravissaient ensemble les marches de la mairie, Élodie eut soudain la certitude absolue que quoi qu'il arrive à l'audience la semaine suivante, ils s'en sortiraient. Leur amour, leur famille nouvellement formée, était plus forte que toutes les menaces de Maurice. Le destin qui les avait séparés 11 ans plus tôt
les avait réunis contre toute attente. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait les séparer à nouveau. La cérémonie de mariage fut simple mais émouvante. Dans la salle des mariages de la mairie de Neuilly, décorée avec élégance pour l'occasion, Élodie et Sébastien échangèrent leurs vœux devant leurs proches. Les jumelles, debout à côté de leur mère, ne pouvaient contenir leur excitation, gigotant et chuchotant entre elles, ce qui provoqua quelques sourires attendris parmi l'assistance. Lorsque le maire prononça la phrase rituelle « Je vous déclare », unis par les liens du mariage, Sébastien serra Élodie dans ses bras avec une tendresse qui émut tous les invités. Les jumelles se joignirent spontanément à cette étreinte, formant un tableau familial qui résumait parfaitement l'essence de cette union. Non pas simplement l'alliance de deux êtres, mais la création d'une famille. La réception qui suivit, organisée dans le jardin de leur maison, fut à l'image de la cérémonie. Chaleureuse et intime. Antoine, le chef exécutif de l'Étoile de Paris, avait préparé un buffet gastronomique qui fit l'unanimité. Les jumelles, au comble du bonheur, passaient d'un invité à l'autre, fiers de présenter leur nouveau papa. Elle semble tellement heureuse, remarqua Jean Dumont, le père de Sébastien, en s'approchant d'Élodie qui observait la scène avec émotion. Mon fils aussi, d'ailleurs. Je ne l'avais pas vu sourire ainsi depuis qu'il était avec vous, il y a toutes ces années. Élodie se tourna vers cet homme au visage bienveillant, où elle retrouvait les traits de Sébastien, vieilli par le temps. Il vous a parlé de notre histoire passée ? Un peu, admit Jean. Il m'a dit qu'il avait commis l'erreur de vous laisser partir une fois et qu'il ne la commettrait pas deux fois. Ces paroles touchèrent Élodie au plus profond d'elle-même. J'ai fait la même erreur, confessa-t-elle doucement. J'aurais dû me battre davantage pour notre relation à l'époque. Jean posa une main paternelle sur son épaule. Le destin vous a donné une seconde chance. C'est rare et précieux. Et c'est petite, ajouta-t-il en désignant les jumelles, qui riaient aux éclats avec Sébastien. Elles sont extraordinaires. Je suis fier d'être enfin grand-père, même si ce n'est pas par le sang. Le sang n'est pas ce qui fait une famille, affirma Élodie, émue par cette acceptation sans réserve. Exactement, approuva Jean. L'amour et le choix de rester ensemble, voilà ce qui compte. La fête se prolongea jusque tard dans la soirée. Les jumelles, épuisées mais ravies, finirent par s'endormir sur un canapé du salon, blotties l'une contre l'autre, comme elles l'avaient toujours fait. Sébastien les porta délicatement jusqu'à leur chambre, suivant Élodie qui ouvrait les portes devant lui. Après avoir bordé les filles, ils rejoignirent le jardin où les derniers invités s'attardaient encore. La nuit était douce, éclairée par les guirlandes lumineuses suspendues aux arbres et le ciel étoilé au-dessus d'eux. « Madame Dumont », murmura Sébastien en enlaçant Élodie par la taille. « Comment vous sentez-vous »« Heureuse, répondit-elle sincèrement. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps, et un peu inquiète aussi, ajouta-t-elle après une hésitation. À cause de l'audience, devina-t-il. Elle acquiesça. Malgré la joie de cette journée parfaite, l'ombre de Maurice et de la bataille juridique à venir planait toujours au loin. N'y pense pas ce soir, conseilla doucement Sébastien. Ce soir, c'est juste nous, notre famille, notre début. Elle se blottit contre lui, puisant du réconfort dans sa chaleur et sa force tranquille. Tu as raison. Demain sera un autre jour. Les invités finirent par partir, les félicitant une dernière fois. Jean Dumont, qui restait jusqu'au lendemain, se retira dans la chambre d'amis, laissant les jeunes mariés savourer leur première nuit officielle ensemble. Mais au lieu de monter directement dans leur chambre, Sébastien entraîna Élodie vers son bureau. « J'ai un cadeau pour toi », annonça-t-il mystérieusement. Sur son bureau reposait une grande enveloppe qu'il lui tendit avec un sourire énigmatique. Intriguée, Élodie l'ouvrit pour découvrir des documents juridiques qu'elle parcourut rapidement. « Une demande d'adoption », s'exclama-t-elle stupéfaite. « Pour les jumelles », confirma Sébastien. « Après l'audience, si tout se passe bien, j'aimerais entamer les démarches pour devenir légalement leur père. Bien sûr, ajouta-t-il précipitamment. Seulement si toi et les filles êtes d'accord. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes de joie cette fois. « Tu ne cesseras jamais de me surprendre, n'est-ce pas ?»« J'espère bien que non, » répondit-il en l'embrassant tendrement. « Une vie entière de surprises, voilà ce que je te promets. » Cette nuit-là, dans les bras l'un de l'autre, ils firent des projets d'avenir, parlant à mi-voix de voyages qu'ils feraient en famille, d'une éventuelle rénovation du grenier pour en faire un espace de jeu pour les filles,
peut-être même, un jour, d'un petit frère ou d'une petite sœur pour les jumelles. L'audience, fixée au jeudi suivant, arriva trop vite au goût d'Élodie. Les jours qui la précédèrent furent consacrés à la préparation minutieuse de leur défense avec Maître Mercier. Le dossier qu'ils avaient constitué était solide, témoignages des enseignantes des filles sur leur épanouissement récent, attestation des voisins de Belleville concernant les absences prolongées de Maurice, relevés bancaires prouvant l'irrégularité puis l'arrêt total des pensions alimentaires, et bien sûr, la lettre de chantage qui démontrait les véritables motivations de l'ex-mari. « Je suis confiant », affirma Maître Mercier lors de leur dernière réunion préparatoire. « Le juge Moreau, qui traitera votre affaire, est connu pour privilégier l'intérêt des enfants avant tout. Et il est clair que l'intérêt de Camille et Chloé est de rester avec vous. » Malgré ces assurances, Élodie ne put s'empêcher de passer une nuit agitée avant l'audience. Elle se réveilla plusieurs fois, hantée par des cauchemars où Maurice arrachait ses filles de ses bras. À chaque réveil, Sébastien était là, la rassurant patiemment, lui rappelant qu'ils étaient préparés, qu'ils avaient la vérité. De leur côté, le jeudi matin, ils déposèrent les jumelles à l'école comme d'habitude, souhaitant maintenir une apparence de normalité. Puis ils se rendirent au tribunal où Maître Mercier les attendait déjà, dossier en main. « Du nouveau ?» demanda immédiatement Sébastien. « Maurice vient d'arriver » informa l'avocat, avec son propre conseil, un certain maître Dubois, que je connais de réputation. Pas le meilleur, mais rusé. Élodie sentit son estomac se nouer. L'idée de revoir Maurice dans un contexte aussi tendu la rendait physiquement malade. « Respire », murmura Sébastien en serrant sa main. « Nous sommes prêts. » Ils entrèrent dans la salle d'audience, une pièce austère aux boiseries sombres qui intimidait par son caractère solennel. Maurice était déjà installé de l'autre côté, accompagné d'un homme en costume bon marché qui devait être son avocat. Lorsqu'il aperçut Élodie et Sébastien, il leur adressa un sourire narquois qui fit frissonner l'ancienne Madame Vernet. « Ne le regarde pas », conseilla Maître Mercier à voix basse. « Concentre-toi sur tes réponses, sur les faits. Ne te laisse pas déstabiliser par ces provocations. » L'audience commença par l'entrée du juge Moreau, une femme d'une soixantaine d'années au regard vif et à l'expression sévère. Après les présentations d'usage, elle invita l'avocat de Maurice à exposer sa requête. Maître Dubois se leva, ajustant sa cravate d'un geste nerveux. « Votre honneur, mon client, Monsieur Maurice Vernet, demande l'application stricte de son droit de garde alterné, tel que défini lors du divorce prononcé il y a 5 ans. Il soutient que son ex-épouse, Madame Élodie Vernet, désormais Dumont, a délibérément entravé ses relations avec ses filles en déménageant sans l'an, informé officiellement, et en installant les enfants dans un environnement nouveau et potentiellement perturbant. » Le juge Moreau prit quelques notes, puis se tourna vers Maître Mercier. « La défense ?» L'avocat se leva avec une assurance tranquille qui contrastait avec la nervosité de son confrère. « Votre honneur, nous contestons fermement cette version des faits. Mon client, Madame Élodie Dumont, n'a jamais entravé les relations entre ses filles et leur père. Au contraire, c'est Monsieur Vernet qui s'est progressivement désintéressé de ses enfants, comme en témoignent ses visites de plus en plus rares au cours des dernières années, jusqu'à une absence totale de contact pendant les 3 mois précédant cette soudaine requête. De plus, Monsieur Vernet n'a pas versé la pension alimentaire depuis cette même période, plaçant Madame Dumont et ses filles dans une situation financière extrêmement précaire qui a motivé leur déménagement. » Le juge hocha la tête, puis s'adressa directement à Maurice. « Monsieur Vernet, pouvez-vous expliquer cette absence de contact avec vos filles pendant 3 mois ?» Maurice se redressa, adoptant une expression contrite qui sonnait faux aux yeux d'Élodie. « Votre honneur, j'ai traversé une période difficile professionnellement. J'ai dû me rendre à l'étranger pour un projet important qui n'a finalement pas abouti. J'ai tenté de maintenir le contact par téléphone, mais mon ex-femme filtrait mes appels. »« C'est faux !» s'exclama Élodie, incapable de contenir son indignation face à ce mensonge éhonté. « Madame Dumont, vous aurez l'occasion de vous exprimer. » La tempéra le juge avec fermeté mais sans sévérité. « Poursuivez, Monsieur Vernet. » « Quant à la pension alimentaire, continua Maurice, j'admets avoir pris du retard en raison de ces difficultés professionnelles. Mais je suis prêt à régulariser la situation immédiatement. Ce qui m'importe, c'est de retrouver mes filles, de jouer mon rôle de père. »
Élodie serrait les poings sous la table, révoltée par cette performance d'acteur. Sébastien posa une main apaisante sur la sienne, lui rappelant silencieusement qu'ils avaient des preuves, que la vérité finirait par éclater. Le juge Moreau se tourna ensuite vers elle. « Madame Dumont, votre version des faits, s'il vous plaît ?» Élodie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Votre honneur, Maurice n'a pas vu ses filles depuis plus de 4 mois. Pas 3. Sa dernière visite a duré moins d'1 heure et il était visiblement sous l'emprise de l'alcool, au point que j'ai hésité à lui laisser les filles. Quant aux appels téléphoniques, il n'y en a eu aucun. Pas un seul, même pour leur anniversaire en février. » Elle sortit son téléphone. « J'ai conservé tous mes journaux d'appels qui peuvent être vérifiés auprès de l'opérateur. Aucun appel. » De Maurice, Maître Mercier prit le relais, déposant devant le juge un dossier conséquent. « Votre honneur, nous avons rassemblé plusieurs éléments qui contredisent les affirmations de M. Vernet. D'abord, ces relevés bancaires qui montrent que la pension alimentaire a cessé d'être versée il y a exactement 4 mois et 12 jours. Ensuite, ces témoignages de voisins de l'ancien domicile de Madame Dumont attestant qu'ils n'ont pas vu M. Vernet rendre visite à ses filles depuis au moins 6 mois. Il marqua une pause avant d'ajouter « Enfin, et c'est peut-être l'élément le plus troublant, cette lettre de menace et de chantage que M. Vernet a glissée sous la porte de Madame Dumont la veille de son mariage avec M. Dumont. » Un nez murmure parcourut la salle. Maurice pâlit visiblement, tandis que son avocat lui chuchotait quelque chose à l'oreille avec une expression alarmée. Le juge examina la lettre, son visage s'assombrissant au fil de sa lecture. « Monsieur Vernet, reconnaissez-vous être l'auteur de cette lettre ?» Maurice hésita, jetant un regard paniqué vers son avocat. C'était un moment d'égarement. J'étais bouleversé à l'idée que mes filles puissent être adoptées par un autre homme, que je perdrais tout lien avec elles. Cette lettre mentionne clairement une demande d'argent en échange de votre silence sur de prétendues preuves concernant les capacités parentales de votre ex-épouse, souligna le juge. Avez-vous de telles preuves? Maurice baissa les yeux. Non, votre honneur. Donc vous admettez avoir tenté de faire chanter votre ex-épouse? J'étais désespéré, balbutia Maurice. Le juge Moreau secoua la tête avec désapprobation, puis se tourna vers Maître Mercier. Quelles sont les revendications exactes de votre cliente, maître? Madame Dumont demande la modification des modalités de garde, votre honneur. Elle souhaite obtenir la garde exclusive des enfants, avec un droit de visite encadré pour le père, idéalement dans un lieu neutre et en présence d'un tiers, compte tenu du comportement imprévisible de M. Vernet et de ses problèmes. D'alcool. Objection, s'écria Maître Dubois. Ces allégations d'alcoolisme ne sont pas étayées par des preuves médicales. Au contraire, intervint Maître Mercier, sortant un nouveau document de son dossier. Nous avons ici le témoignage du docteur Legrand, médecin généraliste de M. Vernet, qui confirme avoir diagnostiqué une dépendance à l'alcool et recommandé à plusieurs reprises un traitement recommandation que M. Vernet a systématiquement ignoré. Le juge examina ce nouveau document avec attention puis déclara « J'aimerais maintenant m'entretenir avec les enfants concernés. Sont-elles présentes? » « Non, votre honneur, » répondit Maître Mercier. « Elles sont actuellement à l'école. Madame et Monsieur Dumont ont souhaité maintenir leur routine habituelle pour ne pas les perturber. »« Sage décision, » approuva le juge. « Dans ce cas, je vais suspendre l'audience et reprendre demain à 14 heures. Je souhaite m'entretenir avec Camille et Chloé Vernet en privé, dans mon bureau, sans la présence des parents. Est-ce acceptable? » Pour les deux parties, les avocats acquiescèrent et l'audience fut suspendue. En quittant la salle, Élodie sentit le regard haineux de Maurice sur sa nuque, mais elle refusa de se retourner. Elle avait dit sa vérité, présenté ses preuves. Maintenant, le sort de sa famille était entre les mains du juge et, d'une certaine façon, entre celles de ses filles. « Ça s'est bien passé », la rassura Sébastien une fois dehors. « Tu as été parfaite. » Et Maurice s'est enfoncé tout seul, ajouta Maître Mercier avec satisfaction. Cette lettre de chantage était l'élément décisif. Le juge Moreau déteste ce genre de tactique. Malgré ses paroles encourageantes, Élodie ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour l'entretien du lendemain. Les jumelles étaient intelligentes et matures pour leur âge, mais elles restaient des enfants. Comment réagiraient-elles face à un juge
Sauraient-elles exprimer clairement leurs sentiments? Nous devons leur parler ce soir, décida-t-elle. Les préparer sans les influencer. C'est délicat, reconnut maître Mercier. Le juge sera attentif à tout signe de manipulation. Les enfants doivent exprimer leur propre opinion, pas celle qu'on leur aurait dictée. Nous le savons, assura Sébastien. Nous voulons juste qu'elles comprennent l'importance de cet entretien sans les effrayer. Ce soir-là, après le dîner, Élodie et Sébastien s'assirent avec les jumelles dans le salon. Avec des mots simples mais honnêtes, ils leur expliquèrent qu'elles rencontreraient le juge le lendemain et que celui-ci leur poserait des questions sur leur vie, leur famille, leurs souhaits. « Vous devez simplement dire la vérité, » insista Élodie. « Ce que vous ressentez vraiment, pas ce que vous pensez que nous voulons entendre. »« Et si on dit qu'on veut rester avec vous, le juge nous écoutera ?» demanda Camille, pragmatique comme toujours. « Le juge tiendra compte de votre avis, » confirma Sébastien. « Mais il prendra sa décision en fonction de beaucoup d'éléments différents. »« Et si papa devient fâché ?» s'inquiéta Chloé, la plus sensible des deux. Élodie sentit son cœur se serrer devant cette peur. « Le juge ne laissera pas papa être en colère contre vous, ma chérie. Son bureau est un endroit sûr et vous pouvez y dire tout ce que vous avez sur le cœur. » Les fillettes semblèrent rassurées par cette conversation. Avant de se coucher, elles firent un câlin particulièrement long à leurs parents, comme si elles aussi ressentaient l'importance de ce moment charnière pour leur famille. La nuit fut à nouveau agitée pour Élodie. Cette fois, ce n'était pas tant la peur de perdre ses filles qui la tenait éveillée, mais l'angoisse de les exposer à cette situation stressante. Elles avaient déjà tant souffert des conséquences du divorce, des absences de leur père, de la précarité. Méritaient-elles en plus d'être interrogées par un juge sur leurs sentiments les plus intimes? Le lendemain matin, les jumelles se préparèrent avec un soin particulier pour leur rendez-vous avec le juge. Elles choisirent leurs plus jolies robes, pas les tenues de cérémonie du mariage, mais des vêtements dans lesquels elles se sentaient à l'aise et confiantes. « Vous êtes magnifiques », les complimenta Sébastien en les voyant descendre pour le petit déjeuner, et très courageuse aussi. « On n'a pas peur », affirma Camille avec assurance. « On va juste dire qu'on veut rester avec vous, c'est tout. Et qu'on aime notre nouvelle maison », ajouta Chloé. « À l'école à Neuilly, et qu'on a des amis maintenant. » Élodie sourit, touchée par leur détermination. À cet instant, elle eut l'intuition que tout irait bien. Ces filles n'étaient plus les petites créatures vulnérables qu'elle avait tenté de protéger toutes ces années. Elles étaient devenues des personnalités affirmées, capables d'exprimer leurs besoins et leurs désirs. L'après-midi arriva trop vite. À 13h30, ils étaient tous les quatre devant le bureau du juge Moreau. L'assistante les fit patienter, dans une petite salle d'attente aux murs ornés de dessins d'enfants. Une attention délicate qui apaisa quelque peu l'atmosphère tendue. À 14h précises, le juge ouvrit elle-même la porte de son bureau. « Camille et Chloé ?» appela-t-elle avec un sourire bienveillant. Les jumelles se levèrent, soudain intimidées malgré leur assurance du matin. Élodie s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Tout va bien se passer », murmura-t-elle en les embrassant. « Nous vous attendons juste ici. » Sébastien leur fit un clin d'œil encourageant, et les fillettes suivirent le juge dans son bureau, la porte se refermant doucement derrière elle. L'attente fut interminable. Élodie ne cessait de consulter sa montre, s'étonnant que les minutes puissent s'écouler si lentement. Sébastien faisait les 100 pas, s'arrêtant parfois pour feuilleter distraitement un magazine avant de reprendre sa marche nerveuse. Au bout de 45 minutes qui leur parurent des heures, la porte se rouvrit enfin. Les jumelles sortirent, l'air serein suivi du juge Moreau dont l'expression impénétrable ne révélait rien de la teneur de leur conversation. « Merci, mesdemoiselles, » dit-elle aux fillettes. « Vous pouvez rejoindre vos parents maintenant. L'audience reprendra dans 15 minutes en salle 3. » Dès que le juge s'éloigna, Élodie et Sébastien se précipitèrent vers les jumelles. « Ça s'est bien passé ?» demanda anxieusement Élodie. « Oui, » répondit simplement Camille. « Elle était gentille. Elle nous a posé plein de questions sur l'école, sur la maison, sur toi et Sébastien. Et sur papa aussi, ajouta Chloé. Si, on le voyait souvent si on aimait aller chez lui. Et qu'avez-vous répondu, s'enquit Sébastien, incapable de contenir sa curiosité malgré sa promesse de ne pas les interroger. La vérité, répondit Camille avec une maturité surprenante.
Comme vous nous avez dit de le faire. Cette réponse, dans sa simplicité, les rassura plus que n'importe quelle explication détaillée. Les jumelles avaient été authentiques, et c'était tout ce qui comptait. 15 minutes plus tard, ils entrèrent dans la salle d'audience. Maurice et son avocat étaient déjà là, l'ex-mari d'Élodie arborant une expression sombre qui contrastait avec son arrogance de la veille. Le juge Moreau prit place, ajusta ses lunettes et commença sans préambule. Après avoir entendu les deux parties et m'être entretenu avec les enfants concernés, je suis prête à rendre ma décision. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Élodie sentit la main de Sébastien chercher la sienne sous la table, lui offrant son soutien dans ce moment crucial. Considérant l'instabilité de la situation de M. Vernet, son absence prolongée de la vie de ses filles, le non-paiement de la pension alimentaire et surtout la tentative de chantage documenté, énonça le juge d'une voix ferme, j'accorde la garde exclusive des enfants à Madame Élodie Dumont. Élodie ferma brièvement les yeux, submergée par le soulagement. Toutefois, poursuivit le juge, je maintiens un droit de visite pour le père, mais dans les conditions suivantes, les visites auront lieu dans un centre médiatisé, en présence d'un travailleur social, une fois par mois dans un premier temps. Si ces visites se déroulent bien pendant 6 mois consécutifs, nous pourrons envisager un assouplissement de ces conditions. Elle se tourna vers Maurice, son regard se durcissant. Je vous conseille vivement, Monsieur Vernet, de suivre un traitement pour votre dépendance à l'alcool, si vous souhaitez rétablir une relation saine avec vos filles. Je vous rappelle également votre obligation de verser la pension alimentaire, dont les arriérés devront être réglés dans un délai de 3 mois. Maurice baissa la tête, vaincu. Son avocat lui murmurait quelque chose à l'oreille, probablement des conseils pour limiter les dégâts. Quant à la demande d'adoption formulée par M. Sébastien Dumont, conclut le juge, elle pourra être examinée après une période de 6 mois, si les visites médiatisées avec le père biologique ne donnent pas lieu à une amélioration significative de la relation père-fille. Elle frappa son bureau de son marteau. L'audience est levée. Tout était terminé. Ils avaient gagné. Les jumelles resteraient avec eux, en sécurité, aimées. Maurice ne pourrait plus les menacer, les perturber, les arracher à leur nouveau foyer. En quittant le tribunal, Élodie sentit un poids immense se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer librement, sans la peur constante qui l'habitait. Sébastien, les jumelles et elle formaient désormais une famille reconnue par la loi, protégée contre les tempêtes du passé. Le soir même, ils célébrèrent cette victoire avec un dîner festif préparé par Sébastien. Les jumelles, comprenant qu'une page importante venait d'être tournée, étaient plus joyeuses et détendues que jamais. « Alors, demanda Camille pendant le dessert, « on peut t'appeler papa maintenant, Sébastien ?» La question, posée avec une candeur désarmante, les figea tous un instant. Puis Sébastien, la gorge nouée par l'émotion, répondit simplement « J'en serai honoré si c'est ce que vous souhaitez. »« Moi je veux, » déclara immédiatement Chloé, « parce que c'est ce que tu es maintenant, notre papa. »« Moi aussi, » confirma Camille, « notre vrai papa, celui qui est là tous les jours. » Élodie observait cet échange, les larmes aux yeux. Ces petites filles qu'elle avait trouvées fouillant dans les poubelles quelques mois plus tôt avaient non seulement retrouvé une sécurité matérielle, mais aussi une figure paternelle, aimante et présente. « À notre famille, » proposa-t-elle, en levant son verre. « À notre famille, » répétèrent Sébastien et les jumelles à l'unisson. Cette nuit-là, blottie contre Sébastien dans leur lit, Élodie laissa enfin la tension des dernières semaines se dissiper complètement. « Nous avons réussi, » murmura-t-elle encore incrédule. « Nous avons fait ce qu'il fallait, » corrigea doucement Sébastien. « Pour les filles, pour nous, pour notre avenir. Tu imagines où nous serions si tu n'avais pas trouvé les jumelles ce soir-là derrière ton restaurant ?» Il réfléchit un instant. « Je préfère ne pas l'imaginer. Je crois au destin, Élodie. Ces petites anges nous ont réunis pour une raison. Pour former une famille, » compléta-t-elle en se blottissant davantage contre lui. « Exactement. Notre famille. » Ces 2 mots résonnèrent dans le silence de la chambre comme une promesse, un engagement, une certitude. Quelles que soient les épreuves qui les attendaient encore, ils les affronteraient ensemble, parce qu'ils étaient enfin là où ils devaient être, réunis après tant d'années de séparation, de détours et d'errance. Le destin
avait parfois d'étranges façons de réparer ses erreurs, songea Élodie en s'endormant. Et parfois ces méthodes, aussi douloureuses soient-elles, menaient exactement là où l'on devait être. 6 mois s'écoulèrent, transformant progressivement la vie de la famille Dumont. L'automne avait cédé la place à l'hiver, puis au printemps, et désormais l'été s'installait sur Paris, baignant le jardin de leur maison de Neuilly d'une lumière dorée. Un samedi matin de juin, Élodie observait par la fenêtre de la cuisine Sébastien et les jumelles qui s'affairaient dans le jardin. Ils avaient entrepris de créer un potager, projet initié par Camille qui, lors d'une sortie scolaire dans une ferme pédagogique, s'était découvert une passion pour le jardinage. Sébastien, avec sa patience habituelle, leur montrait comment préparer la terre pour les semis de tomates cerises et de fraises. « Regarde. »« Papa !» s'exclamait Chloé, exhibant fièrement un ver de terre gigantesque qu'elle venait de déterrer. « Il est énorme !»« Excellent signe !» approuva Sébastien avec sérieux. « Ça prouve que notre terre est fertile. Mais remets-le gentiment où tu l'as trouvé. Il a un travail important à faire. » Ce simple échange réchauffait le cœur d'Élodie. « Papa !» Ce mot que les filles prononçaient maintenant avec un naturel désarmant. Il leur avait fallu quelques semaines pour s'y habituer, hésitant parfois, testant cette nouvelle appellation comme on essaie un vêtement neuf. Mais désormais, c'était leur normalité. Sébastien était leur père, non pas par le sang, mais par le choix, l'amour et la présence quotidienne. La procédure d'adoption avançait bien. Après les 6 mois de visite médiatisée, Maurice avait finalement reconnu qu'il n'était pas en mesure d'offrir aux jumelles la stabilité dont elles avaient besoin. Lors de la dernière audience, il avait surpris tout le monde en déclarant qu'il ne s'opposerait pas à l'adoption, à condition de conserver un droit de visite occasionnel. C'était un geste inattendu de sa part, presque noble, qui avait momentanément rappelé à Élodie l'homme qu'elle avait épousé autrefois, avant que l'alcool ne le transforme. Le juge avait accepté cet arrangement, et désormais plus rien ne s'opposait à ce que Sébastien devienne légalement le père de Camille et Chloé. La procédure administrative suivait son cours, et ils espéraient une finalisation pour la rentrée de septembre. Élodie sourit en voyant Camille asperger malicieusement sa sœur avec l'arrosoir, déclenchant une joyeuse bataille d'eau à laquelle Sébastien fut rapidement intégré. Ces moments de bonheur simple lui paraissaient encore parfois irréels, comme si elle craignait de se réveiller et de découvrir que tout n'était qu'un rêve. Son téléphone vibra sur le comptoir de la cuisine, la ramenant à la réalité. C'était un message de son éditrice en chef à la maison d'édition. Manuscrit de Martineau reçu. Impressionnant. Besoin de ton avis, lundi. Bon week-end. Un autre sourire éclaira son visage. Son travail à la maison d'édition s'était révélé bien plus épanouissant qu'elle ne l'espérait. D'assistante éditoriale, elle avait rapidement été promue lectrice, puis éditrice adjointe, sa sensibilité littéraire et son bilinguisme étant particulièrement appréciés pour la collection de littérature étrangère qu'il développait. Pour la première fois de sa vie professionnelle, elle se sentait valorisée, écoutée, reconnue pour ses compétences, plutôt que simplement tolérée pour sa capacité à exécuter des tâches. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, laissant entrer 3 jardiniers trempés et hilars. « Maman !» s'écria Chloé, ses cheveux dégoulinants collés à son visage. « Papa est un tricheur, il nous a attaqués avec le tuyau d'arrosage. »« Légitime défense !» se défendit Sébastien en levant les mains en signe d'innocence, bien que son t-shirt complètement mouillé raconte une autre histoire. 2 contre 1, c'était déloyal. « Vous êtes impossible !» soupira Élodie avec une fausse désapprobation. « Allez-vous changer avant d'attraper froid ?»« En juin ?»« Impossible !» répliqua Sébastien en l'attrapant par la taille pour l'embrasser, mouillant sa blouse au passage. « Sébastien !» protesta-t-elle en riant, tentant de se dégager de son étreinte humide. « Burke, il recommence !» commenta Camille, en roulant des yeux de manière théâtrale, bien que son sourire démente son apparente réprobation. Les jumelles s'éclipsèrent pour se changer, laissant Élodie et Sébastien seuls dans la cuisine. Il la garda contre lui, contemplant son visage avec une tendresse qui, même après tous ces mois, faisait encore battre son cœur plus vite. « Heureuse ?» demanda-t-il simplement. « Complètement », confirma-t-elle. « Et toi ?» Plus que je ne l'aurais imaginé possible. Il marqua une pause, hésitant légèrement. « J'ai quelque chose à te proposer.
Une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines. Je t'écoute, dit-elle, intriguée par son air soudain sérieux. Que dirais-tu de prendre quelques semaines de vacances cet été? Un voyage, tous les 4? Peut-être l'Italie? Les filles n'ont jamais vu la mer. C'est une merveilleuse idée, approuva Élodie. Mais le restaurant? Tu peux t'absenter si longtemps. Antoine est plus que capable de gérer en mon absence. Et pour être honnête, je pense sérieusement à réduire mon implication quotidienne au restaurant. Cette déclaration surprit Élodie. L'Étoile de Paris était la passion de Sébastien, l'œuvre de sa vie. Pourquoi, demanda-t-elle perplexe, tu adores ton restaurant? C'est vrai, acquiesça-t-il. Mais j'ai réalisé quelque chose ces derniers mois. J'adore encore plus être père et mari. Je ne veux pas manquer un seul moment de la croissance des filles. Je ne veux plus rentrer si tard que je ne les vois que le week-end. Élodie fut touchée par cette confession. Mais tu as travaillé si dur pour construire ce restaurant, et il continuera d'exister, assura-t-il, mais différemment. J'ai discuté avec Antoine de la possibilité de le faire monter au poste de chef exécutif, avec plus de responsabilités. Je me concentrerai sur la direction stratégique, les nouveaux menus saisonniers, les événements spéciaux. Ça me laisserait plus de temps pour ce qui compte vraiment, vous trois. Elle l'embrassa tendrement, émue par cette décision qui reflétait si bien l'homme qu'il était devenu, ou peut-être qu'il avait toujours été, mais qui s'était pleinement révélé au contact de leur famille recomposée. Les filles seront ravies, dit-elle. Elles n'arrêtent pas de me demander quand tu seras là pour les aider à réviser leur contrôle ou pour assister à leur spectacle d'école. C'est décidé alors? L'Italie cet été, et un papa plus présent, à la rentrée? C'est parfait, confirma-t-elle. Le soir même, ils annoncèrent ces projets aux jumelles, qui accueillirent la nouvelle avec des cris d'excitation. Camille commença immédiatement à faire des recherches sur sa tablette pour identifier les lieux à visiter en Italie, tandis que Chloé s'inquiétait déjà de sa garde-robe pour le voyage. Plus tard dans la soirée, alors que les filles étaient montées et se coucher, Élodie et Sébastien s'installèrent sur la terrasse avec un verre de vin, contemplant le jardin baigné par la lumière douce du crépuscule. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui », mentionna Sébastien, l'air pensif. « De Maurice. » Élodie se raidit instinctivement. Malgré l'évolution positive de la situation, le nom de son ex-mari éveillait toujours en elle un réflexe de méfiance. « Que voulait-il » demanda-t-elle prudemment. « Me remercier » répondit Sébastien, semblant lui-même surpris, « pour prendre soin des filles, pour être le père qu'il n'a pas su être. » Cette révélation laissa Élodie sans voix. Maurice, remercier Sébastien? C'était inattendu, presque incroyable. Il m'a dit qu'il suivait une thérapie, poursuivit Sébastien, pour son alcoolisme. Apparemment, il est sobre depuis 3 mois maintenant. C'est une bonne chose, admit Élodie, encore sous le choc. Pour lui, et pour les filles aussi, si c'est sincère. Je crois que ça l'est, dit doucement Sébastien. Il avait l'air différent au téléphone, plus posé, plus réfléchi. Il a demandé s'il pouvait voir les filles pour leur anniversaire. En août. Pas seul, bien sûr. Il a suggéré que nous soyons tous présents. Élodie médita cette proposition. L'idée de passer du temps avec Maurice, même sobre et repentant, ne l'enchantait guère. Mais pour les filles, qu'en penses-tu? demanda-t-elle finalement. Je pense que nous pouvons essayer, répondit Sébastien. Un déjeuner dans un lieu public. Si ça se passe bien, tant mieux pour les filles. Si ça se passe mal, au moins nous aurons fait l'effort. Elle hocha la tête, reconnaissant la sagesse de cette approche. Tu as raison. Les filles méritent de connaître leur père biologique, surtout s'il fait des efforts sincères pour s'améliorer. Et nous sommes assez forts maintenant pour gérer ça, ajouta Sébastien. Notre famille ne se laissera pas déstabiliser par une rencontre occasionnelle. Notre famille. Ces 2 mots résonnaient toujours avec une douceur particulière aux oreilles d'Élodie. Cette famille qu'ils avaient construite ensemble, pas à pas, jour après jour, à travers les épreuves et les joies. Ils restèrent silencieux un moment, savourant la quiétude du soir et la chaleur de leur proximité. Puis Sébastien se leva, soudainement. « Attends ici, dit-il mystérieusement. J'ai quelque chose pour toi. » Il disparut dans la maison, revenant quelques minutes plus tard avec un petit paquet soigneusement emballé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, intriguée. « Ce n'est pas mon anniversaire. »« Ouvre-le » encouragea-t-il simplement.
Elle défit le papier avec précaution, découvrant une boîte en velours semblable à celle qui avait contenu sa bague de fiançailles. À l'intérieur reposait un médaillon en or,